Alors ici, les ultra-nomades avec Francis et Elisabeth. Bienvenue à Pas sorti du bois! Entre elles, on se jase. Entre elles, on se rencontre. Entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je te parle de la gamme Boost Énergie conçue pour te donner un coup de fouette rapide pendant tes entraînements ou tes courses. La Boost Énergie, ça combine les glucides simples et complexes pour une source d'énergie immédiate et prolongée sans crash. Parfait pour repartir fort après un passage difficile ou dans les derniers kilomètres. Le ratio 2:1 de glucose-fructose optimise l'absorption des glucides en minimisant les risques de problèmes digestifs. Une autre particularité de la gamme Boost, c'est le goût neutre. Ça descend bien, ça évite la fatigue gustative, puis ça se combine bien avec tout le reste de ta nutrition. La Boost Énergie vient en format gel avec 25 g de glucides et en drink mix qui te procure 60 g de carbs par 500 ml d'eau. C'est révolutionnaire et c'est fait par une entreprise québécoise. Et comme d'habitude, NAC t'offre 15% avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS sur ta première commande sur le NAC.com. Bon épisode tout le monde! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois et aujourd'hui, vous l'avez entendu en introduction, deux voix, deux personnes que vous avez déjà entendues au podcast, Elisabeth, Francis, re-bienvenue à Pas sorti du bois. Bonjour! Bonjour! Dans le confort de votre logement en Corée du Sud, à quel endroit vous êtes précisément? Ouais, on est à Busan actuellement. C'est une ville, la deuxième plus grosse ville de la Corée du Sud. C'est vraiment sur le bord de la mer de Chine. On est là-bas jusqu'à la mi-novembre. Très heureux de vous voir. On en parlait avant de commencer. On vous a entendu au podcast à l'épisode 189. C'était un peu le point de départ de notre belle collaboration parce que depuis, on a fait plusieurs projets ensemble, dont les capsules ultra-nomades pendant les épisodes de l'UTMB. On a sorti ça dans les épisodes, dans les reels. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, les gens vous connaissent presque autant que mon dernier invité parce que vous avez participé à tout plein d'épisodes. Puis, je pense que vous aviez semé des belles graines quand vous étiez venu au podcast à l'épisode 189 sur ce mode de vie-là que vous avez décidé de vous créer, cette vie-là de rêve, j'ose dire, en tout cas de l'extérieur à vous voir aller. Puis on s'était promis au moins une partie 2, puis on verra pour la suite, mais de voir comment cette vie-là se matérialise. Parce que quand on s'était parlé en avril 2024, c'était le début de quelque chose. Le projet existait depuis longtemps probablement dans vos têtes, mais on était à moins d'1 an de votre départ. Et là, vous êtes rendu 6 ou 7 mois plus tard sur la route. Ça va être extrêmement intéressant de plonger dans cette vie nomade-là avec vous. Je suis très content de vous avoir ce matin. Merci beaucoup de l'invitation. Ouais, si on est content d'être là. Ouais. J'ai déjà plein de choses à dire. C'est ça, exactement. On aurait pu enregistrer le premier 15 minutes où on a pris des nouvelles puis on s'est raconté plein d'histoires. Je dis ce matin parce que vous, c'est le matin, moi, c'est le soir. La question traditionnelle de début d'épisode, qu'est-ce que vous buvez? Ah, on était prêts. On était prêts. On boit assurément du café, mais oui, n'importe quel. Fallu s'adapter, hein? Le Maxime. On a acheté en ligne café instantané parce que notre cafetière expresso rentrait pas dans les valises. Alors, fallu s'adapter. On est rendu au café instantané les matins, mais on se paye des bons cafés dans les petits café shop dans les après-midi. Ouais. Fait que le premier café, il est instant. OK. Ouais. Si vous suivez nos blogs, il y a toujours une partie où on parle des cafés parce que c'est vraiment quelque chose qui est continuel dans notre expérience de trail. C'est aller courir, prendre un café l'après-midi, puis on essaie, il y a toutes sortes de places avec des bons cafés locaux. Là, pas de matin. Et la Corée, en passant pour les cafés addicts, du café, des café shops, 2, 3 étages avec des ascenseurs, c'est inconcevable. C'est
On est au paradis. Je trouve que c'est une belle façon de voyager, de découvrir les coffee shops locaux parce que, tu sais, pensez à la ville où vous vivez, les gens qui écoutent, le petit café local, pas la grande chaîne, mais celui qui est ancré dans un quartier, dans un secteur, ben, c'est là que tu vois passer les gens, c'est là que tu vois la vraie vie, puis je pense qu'il n'y a rien de mieux en voyageant de voir la vraie vie, de sortir des endroits touristiques, puis un coffee shop, c'est un excellent endroit pour ça, fait que c'est intéressant de voir que vous avez découvert, puis que la Corée, bon, on s'imagine la Corée du Sud, justement, les hautes technologies, il y a beaucoup d'industries, ils sont à l'avant-garde sur plein de choses, je suis pas surpris que vous me parliez d'un coffee shop sur 3 étages avec des ascenseurs, ça fait très Corée, mais je suis content de savoir que c'est une bonne destination café. Oui. La Malaisie aussi, là où on était en Bornéo au départ, là, c'était aussi un endroit où les gens allaient courir, finissent avec un café. Là, c'est vraiment la traditionnelle, là, la run avec le café à la fin, puis moins d'alcool là, d'ailleurs, parce que la Malaisie c'est un pays musulman, fait que on boit pas d'alcool ou peu d'alcool, fait que c'est vraiment le café dans le classique, fait que ça nous rejoint bien comme trailer. Fait que le 6am ou les Cute à Québec, à Montréal, c'est pas exclusif au Québec cette association là entre la course très tôt, le petit café avant-après. Moi, de mon côté, j'étais allé en mode malaisien, sans le savoir. J'étais avec un sans-alcool. J'étais allé, je suis pas allé avec du malaisien, mais vous parlez du sans-alcool. Ça faisait longtemps que j'avais bu un Mox, qui est un des partenaires du podcast. Dans les derniers épisodes, j'enregistrais le matin souvent, fait qu'on est rarement qu'une bière ou un mocktail à 8h le matin. Mais là, j'ai la nouvelle saveur de Mox Mocktail, c'est la numéro 5, tequila, ananas, sauge et sel rose sans alcool. Donc, il est vraiment très bon. Pour vrai, ils m'ont envoyé de toutes leurs sortes. Ils m'ont fait un refill récemment. J'ai une caisse de chaque. Je te confirme que la caisse du numéro 5, c'est le dernier. Puis je t'ai pas encore parlé au podcast. Il était vraiment temps. Fait que merci à Mox. Puis cheers à vous. Merci d'être là. Hey! Santé! Yeah. Donc, avant de parler de ce départ-là, ou en fait, des premiers voyages, des premières destinations que vous avez faites, est-ce que vous voulez rappeler, parce qu'il y a des nouveaux auditeurs qui ont peut-être pas reculé dans le temps, que c'est récent, qui écoutent Pas sorti du bois, puis même ceux que ça fait longtemps, parce que ça fait 1 an et demi notre dernier épisode, voulez-vous rappeler c'est quoi cette décision-là que vous avez prise, que vous étiez venu me partager au moment où vous étiez à 1 an du grand départ? Non, je te laisse. Je vais aller voir la raconteuse là-dessus. Mais le projet Ultranomade, c'est un projet de plusieurs mois, plusieurs années de réflexion là sur le sens de la vie, le sens de nos passions, la course. C'est les événements de la vie qui nous ont amenés éventuellement à dire, est-ce que ça fait du sens le courant, mettons, majoritaire, on va dire ça comme ça. Puis jusqu'à éventuellement que ça passe d'un rêve à un projet puis qu'on commence à le matérialiser. Fait que quand on est venu te rencontrer, là, le projet était plus que matérialisé. Là, il y avait une date de départ et tout ça. Puis l'idée, c'est vraiment de vivre pour et par la course. Voyager, c'est une de nos passions. La course de trail, c'est notre autre passion. Fait que c'est de prendre le maximum de notre temps. Fait qu'être plus riche de temps que d'argent pour profiter au maximum de connecter avec les gens sur place, de voyager, de voir la culture, de se retrouver aussi, nous deux ensemble, mais en même temps avec la communauté. Tu sais, on est beaucoup ensemble, mais on est beaucoup avec les gens localement aussi, là. Fait que c'est vraiment ça l'essence du projet, c'est de prendre notre temps. Prendre notre temps puis vivre pleinement nos passions finalement. Ça prend beaucoup de courage, beaucoup de décisions, beaucoup de choses à laquelle tu renonces, mais tu renonces avec conscience. Puis voilà. Fait qu'on est dans ce beau projet-là maintenant depuis juillet 2025. Ouais. C'est fou, c'était pas un coup de tête, c'était réfléchi. Oui, c'est depuis longtemps parce que tu sais, fallu ramasser des sous évidemment, on part pas sur un coup de tête, moi je suis à la retraite, je prends le mot, j'ai 45 ans et je suis à la retraite. Félicitations, bonne retraite. J'assume, je voulais pas le dire tant qu'on n'était pas parti parce qu'il fallait tout comme notre matériel, tout en ce qu'on a gardé, le peu qu'on a gardé mais qu'on a pu garder quand même un peu plus parce que on a tout pris les plafonds suspendus du sous-sol de chez mes parents pour mettre des boîtes cachées dans le plafond. C'est une belle mini-entrepôt pour le matériel de plein air, le linge, c'est tout caché, ça paraît pas. Si on en a besoin, c'est là. Puis toutes les grosses bébelles, ça a tout été vendu sur Facebook Market jusqu'à la fin, là, jusqu'à notre départ. Là. On y allait morceau par morceau. D'ailleurs, la machine à expresso, c'est une des dernières morceaux.
Ah oui! Parce qu'il y a eu une transition. Je me rappelle quand vous étiez venu au podcast, vous étiez encore dans votre maison, pas loin d'ici, puis où vous veniez de partir de la vente, de partir en appartement. Fait que déjà, de passer d'une maison, je sais pas c'était quelle grandeur, mais une maison versus un appartement, nécessairement, ça rapetisse. Donc, il y a une première épuration qui se fait, une vague de marketplace. Et là, après ça, bon, la dernière année avant de quitter, vous avez écoulé ce qui restait, là. Ben, la voiture, d'ailleurs, on est allé enregistrer la première émission avec toi. La voiture, c'est la semaine après qu'on se départait de notre voiture, qu'on tombait aussi en mode sans voiture, parce que dans nos aventures, on se louera pas des voitures pendant 30 jours. Ça va peut-être être des petites slots ou bien des motobikes, comme on a eu la chance de faire parce qu'on est en Asie. Alors, se promener en motobike à 50 km/h, on est heureux. On est heureux. Ouais. Ça apporte beaucoup de bonheur. Fait qu'on pourrait dire qu'en date d'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de possessions à part ceux qui ont suivi nos réseaux sociaux, là, à part 2 valises avec 4 paires de chaussures. Là, c'est pas mal l'essentiel de notre vie. Là, quoique quand on fait des courses ici, on reçoit un t-shirt, on reçoit un cadeau, ainsi un ça. Fait que là, nos valises commencent à exploser. Là, il va falloir faire des choix sur les t-shirts qu'on garde, mais ou les trophées, parce qu'il y en a qui gagnent des trophées. Ben, c'est ça, exact. Ça remplit que des valises. Oui, on a des on a de l'équilibre, un peu de ménage à faire ici et là, qu'on fait d'un vol à l'autre. On n'a pas le choix de repasser un peu notre valise. S'ils nous en accordent plus, ben on t'offre un peu plus longtemps nos t-shirts. Mais on sait qu'on va avoir un autre vol qui va faire s'alléger. Ben là, on va refaire un triage de notre matériel. Là. Parce que vous êtes parti, corrigez-moi, avec 2 carry-on, donc aucun bagage en soute. Donc, nécessairement penser, il y a des gens, on part en voyage 2 semaines puis on se questionne, je prends-tu une valise ou en soute ou je vais avec le carry-on. C'est déjà un bon défi quand on part que 2 semaines. Là, vous partez pour plusieurs années. Avez-vous réussi? Ça a été une étape difficile de tout faire rentrer ou en tout cas de faire les choix pour que ça rentre dans un carry-on? Ben, en fait, faut beaucoup jouer un peu au bloc Lego parce qu'en Asie, les carry-on, les poids, c'est différent dans toutes les compagnies aériennes. Quand on partait avec Air Canada, le carry-on, ils ont plus de poids, ils ont une dimension. Fait que c'était facile d'apporter nos valises, mais après ça, on a certains vols que on a le droit à bagage en soute. Fait que là, on se casse pas la tête, on remplit ça tout croche, on a le droit à 20 kilos, on met maximum là-dedans. Puis il y en a d'autres que, comme le prochain vol, on va s'en aller vers Hong Kong. On a un bagage en soute pour moi, mais les 2 autres, c'est des carry-on. Fait qu'on fait un peu des petits tactos avec 2 sacs qui, on joue, on tricote un petit peu, là. Mais tout pourrait rentrer dans une valise. Si on veut, tout rentre dans une valise. Dans le carry-on. Ouais. Puis, dépendamment du poids que la compagnie nous accorde, là, on fait le tricotage, on joue à nos blocs Lego. J'avais pris la peine de tout peser notre matériel de voyage et j'ai tout rentré ça dans un fichier Excel. Que quand on fait nos valises, on a nos poids, puis je fais juste décider le matériel, puis on sait à peu près comment qu'on va peser pour quand on arrive à l'aéroport. Nos valises, j'ai le droit à 12 kilos, j'ai le droit à 8 kilos, puis là, on a jusqu'à date, là, avec nos jeux, là, ça marche. Ça demande de l'organisation, là. La seule affaire, c'est que Francis, il a ses trophées dans les poches, c'est ça, faut qu'il les rentre dans... Les trophées, ça marchera plus, là. Parce que lui, Jeju, c'est une grosse roche. Je sais pas comment il pèse, là. Il pèse genre 5 livres, il est vraiment lourd, là. Lui, c'est triste, là, je veux pas... En tout cas, on n'a pas réfléchi, là, encore à ça. Envoyé par la poste la belle famille, là. Ou on va en faire un cadeau, on ne sait pas encore. Ouais. C'est faut qu'on arrête de gagner des courses. Ben, c'est ça l'affaire. Faut ralentir, Francis. Calme-toi. Profite du parcours. Génial. Ouais, j'en profite. J'en doute pas. Dans le dernier kilomètre, je profite un petit peu trop, je trouve. Là. Je suis pas assez. J'ai encore à travailler beaucoup de choses. J'aimerais revenir sur le moment où vous avez officiellement quitté le Québec, les dernières semaines, les derniers jours. Veux pas. Oui, c'est un plan que vous rêvez depuis des années. Il y a ce moment-là qui arrive, vous y pensez, c'est rempli de positif de dire on part, mais il y a aussi la famille, les proches que, tu sais, veux pas, vous partez longtemps. Comment ça s'est passé ces jours-là? Y a-tu du négatif ou en tout cas des émotions plus de tristesse à travers tout ça? C'est mitigé parce que tu sais il y a
tu sais que tu vas t'ennuyer de certaines personnes, tes amis proches, oui, ta famille. Dans notre cas, on avait notre chatte aussi dans laquelle finalement on a dû faire le deuil de la donner. Fait que tu sais, ça a été quand même des moments de plus d'émotions, tu sais, qui te remettent pas en question, mais que tu sais qu'ils vont être difficiles un peu à te remettre dans les premières semaines. On a passé quelques jours aussi avec la famille à Francis parce qu'ils sont plus proches physiquement aussi, puis même dans le quotidien, on passe beaucoup plus de temps. Fait que tu sais, on a fait un beau moment en famille, on a célébré, ils nous ont même fait un gâteau pour nous célébrer. Un gâteau ultra nice. À beaucoup de l'inspiration, très bonne cuisinière. Fait qu'on a eu un magnifique gâteau avec des beaux petits mots, des beaux petits dessins. On a eu beaucoup d'attention puis d'amour de la part de nos familles. Moi, dans mon cas, moi, j'habite déjà très, très loin de mes parents puis de ma famille. Là. Physiquement, ils sont aux États-Unis, plus vers l'Outaouais. On se voit pas souvent ou peu ou très peu. Fait que, tu sais, il y avait moins cet enjeu-là. C'était plus peut-être les amis, mettons, puis le réseau. Là, tu sais, on était très bien où ce qu'on est situé, où ce qu'on était situé aussi à Sainte-Foy. Fait que c'est autant de la fébrilité que c'est ça, un sentiment un peu de nostalgie. Mais une fois que t'es dans l'avion, après ça, là, t'as pas de doute sur ton projet, t'as pas de doute sur tes choix, c'est mûri, c'est pas un coup de tête, tu sais que t'es pas prêt de te sauver de quelque chose. Tu sais, je suis pas en mode qu'on n'est pas en recherche en recherche de nous-mêmes ou du sens de la vie, là, tu sais, c'est plus juste un chemin naturel, tu sais. En fait, notre première année, on l'a vraiment booké, on était 12 mois à l'avance, là, les appartements. Quand on partait le 1er juillet, on était déjà réservé jusqu'au 1er juillet, dépassé le 1er juillet de l'année d'après. Okay. On savait nos courses pour pas avoir trop arrivé puis avoir trop de casse-tête parce que tu sais c'est une nouvelle vie là, on tombe à la retraite, adaptation, on est dans des nouveaux pays avec de la nouvelle nourriture et tu sais il y a beaucoup d'adaptation, fait qu'on voulait comme partir à l'aise, on sait ce qu'on aime, tu sais ça fait tellement longtemps qu'on voyage les deux ensemble, qu'on communique beaucoup, fait que tu sais partir 6 semaines on se connaît, on sait qu'est-ce qu'on aime. C'est pas difficile pour nous. Fait que tu sais, la première année est tellement bien setupée par rapport à nos valeurs que là, on fait juste vivre tranquillement, parce que on voulait pas tomber à la retraite. Là, c'est comme si on te donnerait un bonus de 40 heures d'ouvrage plus mettons le temps qu'on perd un peu, 50 heures par semaine, puis on aurait pu courir, musculation, j'aurais pu le remplir en tout ce qui nous fait triper, mais peut-être que notre balance d'équilibre de vie aurait fait OK, j'ai tout quelque chose, mais là, fait que, on a décidé de partir, on va rajouter tranquillement, pas vite, des choses qu'on veut. Là, on veut pas en faire plus, on veut juste prendre le temps de déjeuner. Ouais. De prendre le temps de prendre le métro, puis d'aller faire 1 heure de métro pour aller courir juste un 10, puis revenir 1 heure, c'est plus du temps que dans une vie active. Tu te le permets pas parce que tu pars de chez vous, tu fais ton 10, c'est vite fait, mais nous, on va faire un 10, des fois, on perd 3 heures, puis on finit avec une marche, un café, mais bon, là, on a du temps, puis tranquillement, pas vite, avec ce qui s'en vient dans nos aventures, ben on va mieux gager, puis rajouter des petites choses pour combler s'il y a des vides. On veut pas devenir la vie déjà débordé, manque de temps, parce que des fois même on a l'impression qu'on manque de temps. Oui, puis tu sais souvent il y a des gens qui vont tomber à la retraite plus vieux qui ce ralentissement-là est quasiment nécessaire parce que tu sais quand on y pense, le mode de vie lundi au vendredi 40 heures qui est assez typique dans nos cultures, ben quand t'as 20 ans, t'as 30 ans, t'as toute l'énergie pour faire ça, puis tu sais on voit des gens tomber des fois en pré-retraite, vont tomber de temps partiel, puis quand ils finissent par la prendre cette retraite-là, il n'avait besoin, il fait 40 ans qu'il travaille. Là, dans ce cas-ci, vous avez l'énergie dans le piton, vous avez la vie devant vous. T'sais. Donc, je trouve ça bon que déjà en partant, vous saviez qu'il y avait un piège là, de dire on va pas s'embarquer dans 1 million d'affaires, on va juste profiter de la vie, profiter de ce qu'on se prépare depuis tant d'années. Francis, tu parles de la retraite. Est-ce qu'Elisabeth, t'es complètement arrêtée aussi? Parce que je sais que tu as ta firme de consultant en RH. Est-ce que tu continues de prendre des mandats? Je m'amuse dans quelques mandats, mais j'ai pas de pression. Okay. Fait que je me dirais à une genre de semi-retraite, disons. Okay. Là. Fait que tu sais, je me fais plaisir avec des mandats que j'aime, avec des clients que j'aime. Puis j'ai l'opportunité d'avoir des mandats que je peux faire à distance. J'ai une belle équipe aussi de collaboratrices qui travaillent avec moi, mais sinon, je dois dire que je suis plus proche de la retraite moi aussi que je suis pas après me faire mourir à l'ouvrage. C'est excellent. Bon.
Puis tu sais le décalage horaire, le rythme de vie de la course, puis tu sais quand tu sais avant tout tourne autour de ton organisation familiale ou de travail. Là notre organisation tourne autour de s'entraîner, le sport, le trail, puis le voyage. Fait que tu sais c'est comme si les activités extra-professionnelles deviennent, tu sais, comme la patente, tu te dis, je peux-tu remettre ça? Je peux-tu pas faire ça? Ou, tu sais, fait que t'as plus le goût de caller off à un meeting que de caller off à un café avec un local qui t'invite. Tu te dis, hey, demain, on s'en va prendre un café avec quelqu'un que je connais pas, tu sais. Alors que dans mon quotidien, dans ma vie tous les jours, tu call off plus souvent qu'autrement à tes amis parce que tu dis, à soir, je peux pas, j'ai les enfants, faut que je travaille, j'ai ci, j'ai ça, tu sais, parce que ta vie a un autre sens. Fait que je suis bien contente de moins travailler puis d'être focus plus sur le voyage puis la course. Francis, tu l'avais raconté quand tu étais venu au podcast, quand vous étiez venu, une des façons de rencontrer des locaux, des coureurs qui vont vous faire découvrir la petite place qui se trouve pas sur All Trails ou peu importe, c'est via Strava. C'est votre média social pour rentrer en contact avec les gens. Puis moi, c'était la première fois quand vous étiez venu que j'avais entendu parler d'utiliser cet outil-là pour, au-delà de comptabiliser ses statistiques ou de montrer ce qu'on fait, de entrer en contact avec des gens. Est-ce que vous avez continué de le faire? Est-ce que ça marche bien en Asie? Est-ce qu'on l'a fait plein gaz? Non, parce qu'on voulait partir un peu, bien gérer nos choses, parce qu'on s'était fait avoir un peu en Argentine. Je pense que je l'avais parlé, j'avais sollicité trop de monde, on avait trop de belles réponses. Oui. Fait que quand on est arrivé sur l'île de Bornéo, on est allé avec... il y a du monde déjà qu'on est allé faire une course, puis on les a croisés là-dedans, mais on se connaissait via Strava. Fait que sur le site de la course, on a échangé. Puis on a fait un café, une sortie course avec une personne qui venait de rencontrer sur Strava. D'ailleurs, demain, on part avec un groupe. C'est une personne sur Strava. J'avais juste rajouté une personne à Busan parce qu'on n'était pas longtemps ici. On était pour 3 semaines après Trans-Jeju, qui est une grosse course. Fait que je voulais pas avoir trop d'amis Strava et inutiles. Mais j'avais une personne que je suivais parce qu'elle mettait beaucoup de belles photos, puis ça donne des bonnes idées d'itinéraire. Tu sais, elle était faite tellement de montagne que des fois, moi, quand je glissais mon Strava, j'enregistre itinéraire, puis je bâtis de quoi alentour. Après, j'ai une idée, les vues étaient belles. Et puis, j'ai écrit, c'est cette semaine, j'ai juste écrit, ça fait 1 an que je suis ton follower, que je voyage à Busan à travers tes images. Maintenant, j'y suis avec ma femme. J'aimerais aller échanger une course avec vous. On a eu des super belles réponses. On part demain pour une belle sortie, un 18 km sur le bord d'une rivière avec sortie café après parce qu'il aime le café aussi. Très cool. Ouais. Tu sais, mettons comme on a fait une course en bénévolat la semaine dernière. On était vraiment bénévole pendant 3 jours. Puis on a croisé quelqu'un qui s'appelle Valentin Orange. Lui, il est photographe, vidéaste pour Skyrunning. Puis lui, il a été longtemps au Vietnam. Mais c'est quelqu'un que, en cherchant Francis des courses puis des affaires sur Strava pour le Vietnam, puis préparé, a vu Valentin Orange souvent dans les résultats ou dans les courses, le croise. Puis finalement, tu sais, on a commencé à le suivre, pas à le follower, puis on l'a vu à la course parce que là, il prenait des photos parce que c'était une Skyrunning, là, justement, c'était une course de Sky. Puis là, tu connectes avec, puis il te regarde, il dit, mais tu me connais donc bien beaucoup. Oui, parce que les réseaux sociaux, puis Strava, machin, mais c'est comme ça qu'ils sont rentrés en communication ensemble, puis tu sais, il y a des gens qui fondamentalement nous répondront pas là sur Strava là, tu sais, ils disent t'es qui toi là, tu sais, mais de façon assez généreuse, les gens soit nous partagent des idées de sortie, genre installe-toi dans tel quartier ou encore viens courir avec nous là, fait que à date on en a eu que ce soit à Singapour, ça nous a mis en contact avec un groupe de course, on est allé prendre un café puis courir aussi avec des gens à Bornéo, fait que non, ça nous a vraiment mis à chaque place, je dirais peut-être une personne par mois à peu près ou par 2 semaines là, on prend contact via Strava. Ouais, ou des petites informations. Tu sais, je m'en sers pour des petites informations parce que ça paraît anodin, mais quand tu arrives comme en Asie, c'est acheter des gels chez nous. Mettons, je prends du NAC, c'est comme facile, mais ici... Il n'y a pas de distributeur NAC en Corée. Oui, il n'y a pas de distributeur NAC. Non. Puis là, tu te cherches un peu dans tes produits. Fait que j'utilise Strava... parce que avec ceux que je suis, je pose une petite question où je dois acheter mes gels. Oui. C'est tellement grand, à quelle place qui est la meilleure place, puis c'est quel gel vous consommez, c'est quoi les choses populaires. Fait que là, j'ai tu écrit Where is the coureur nordique, c'est ça? C'est ça, exactement. Surtout que nous, c'est notre boutique, en plus, le coureur nordique.
Mais j'avoue que les gels, c'est niaiseux, mais tu sais, veux pas, quand tu connais du NAC, quand tu utilises du NAC, tu sais que le gel au chocolat, il y a du café, puis le gel caramel salé, non, c'est érable, je veux dire. Le gel érable, il n'y a pas de café. Mais, je veux dire, c'est en français, c'est écrit dessus. J'ose imaginer que t'arrives, puis je sais que là-bas, vous me le partagez avant qu'on enregistre. Les gens parlent pas nécessairement beaucoup anglais, puis une certaine gêne. Fait que là, t'arrives devant le présentoir, puis là, tu te ramasses que t'en prends juste au café, puis tu fais une sortie de soir. Tu dors pas de la nuit, tu veux savoir un peu c'est quoi les marques populaires, puis qu'est-ce qui fonctionne. C'est autant la marque de gel que où c'est procuré. Puis tu sais, le trail running, c'est vrai que c'est en explosion. Là. Par exemple, en Malaisie, là, il y en a vraiment plus qu'avant. Puis c'est vraiment tendance. Mais ça reste qu'on est des extraterrestres. Là, tu sais, fait qu'on arrive dans un magasin de sport. Là, tu sais, ils en vendent peu ou pas. De quoi tu me parles Tu sais, on est quand même un drôle de numéro. Tu sais, en général. Fait que les gens consomment plus des produits vitaminés, des micronutriments, des bébelles de même. Mais tu sais, ça n'a rien à voir avec l'énergie qu'on a besoin en course, mettons, tu sais. Puis là, nous, on est de plus en plus curieux sur la nutrition en course, là, surtout pour la longue distance. Puis c'est un sujet d'actualité aussi qu'on voit beaucoup là actuellement dans le domaine du trail. Fait que c'est fascinant, puis c'est intéressant, mais ça amène encore plus à se dire, ben je veux pas prendre n'importe quoi, tu sais. Fait que il faut les sélectionner. Puis effectivement, les produits, c'est soit affiché en malaisien, soit c'était affiché en coréen. Fait que là, on a de la difficulté à les connaître, mais ça a été vraiment utile là, d'avoir des gens sur Strava ou dans les courses qui nous ont dit, ben moi je me procure à tel endroit ou telle place. Mais comme ici, mettons, en Corée, quand on est arrivé en Corée, parce que là, on avait comme 2 grandes courses, fait qu'on voulait, puis tu sais, ça en prend beaucoup de gel, puis ici, des produits qui sont faits en Europe ou pas chez nous, mais mettons en Europe, il y a du Morten, des choses comme ça, mais tu vas payer une fois et demi le prix, c'est déjà des produits chers. Fait qu'imagine, toi, Trans-Jeju, là, je suis parti avec 40 gels, moi, sur moi. Ah ouais. Parce que c'est autonomie. J'avais une course de 13 heures puis que je voulais runner à 3 gels à peu près à l'heure. Mais fait 40 gels fois 15 piastres, ça commence à faire cher la course. Clair. Fait que tu sais, faut que tu t'adaptes avec les produits d'ici. Puis là, où les acheter? Fait que tu sais, j'ai écrit à quelqu'un sur Strava, puis il m'a dit la meilleure place, c'est en ligne. Puis d'ailleurs, tu devrais te mettre membre de Coupang, qui est genre le Amazon de chez nous. Tu vas trouver toutes les sortes de gels. Moi, j'utilise celle-là. Tu vas avoir des bien meilleurs prix. Puis finalement, on a apprivoisé Coupang pour les gels, mais Coupang pour tout, parce que tu peux te faire venir ton épicerie avant 8 heures le soir et avant 7 heures le matin. Wow. C'est super efficace, les bons prix. Puis, c'est venu un peu un mode de vie. On arrive chez nous, on a de la glacière, on ouvre la glacière, j'ai la viande hachée, les brocolis. J'ai mes légumes, je fais mon super. C'est malade. C'est un casse-tête. C'est super. Tu sais, il y a tellement, la densité est tellement élevée que le truck se parque en face de ton immeuble, de tes tours de gratte-ciel, puis le gars, il passe 1 heure à charrier du stock, puis il y a le truck qui est plein de couleurs, puis c'est efficace pour ici. C'est qu'on reçoit des caisses de gel, là, nous autres, là. C'est pratique Strava pour ça. On s'entend tomber à la retraite ou tomber dans ce mode de vie-là alors que vous étiez déjà coureur, alors que vous aviez déjà complété des ultras. L'entraînement reste que vous le faisiez à travers votre quotidien chargé, le travail, les obligations, peu importe. De tomber comme ça a-tu changé votre rapport à la course? Ben moi, il y a peut-être une première expérience, puis Francis, moi, on est probablement un peu dans la différence dans ça. Tu sais, moi, j'ai un coach déjà depuis plus qu'un an et demi, dans un objectif d'amélioration de temps pour la CCC en 2027. Tu sais, moi, c'est vraiment mon grand objectif. Puis j'ai pas des ambitions de podium, là. Personne, ne mettez pas un 10 sous moi, là. C'est vraiment des performances personnelles pour moi. Progresser, s'améliorer. Exact. Puis j'ai envie de m'entraîner de façon intelligente. Okay? Mm-hmm. Là, ben moi, mon enjeu, c'est que dans un quotidien de travail, s'entraîner 1h30, tu dis, ben c'est parfait, on va faire 1h30, je travaille, puis that's it. Mais moi, 1h30 aujourd'hui, sur une journée de 8 heures, j'en ai du temps de libre, là. Tu comprends? Fait que moi, j'ai le goût d'aller m'entraîner plus. Fait que là, on est comme un peu dans un dilemme parce que lui, il a toujours envie de sortir. Il a toujours envie de sortir. Tout le temps. Puis moi, je me freine parce que je me dis, ben non, j'en fais trop, je suis pas supposée, il faut que je me prenne du repos. Fait que je suis comme un peu dans ce dilemme-là de profiter de la place puis en même temps m'entraîner de façon intelligente. Ouais. Fait que ça, c'est je trouve le truc le plus difficile. Puis le temps qu'on a disponible, ben moi, ce que j'aime dans la vie, c'est
pas regarder une série Netflix là, pendant 7 heures, là, c'est d'aller dehors, de voir des paysages, d'aller prendre un café, de chiller, oui, mais aussi de m'entraîner. Tu sais, fait que ça, je pense que le rapport à l'entraînement est plus difficile de ce point de vue-là. Puis le deuxième élément que moi je trouve plus difficile, c'est que à la maison, en tout cas pour notre cas, une routine, c'était quand même essentiel. Là, tu sais, à telle heure on se lève, on fait ça, parce que sinon les choses faut qu'ils rentrent dans une case. Là. Ben oui. Encore plus si tu as un boulot loin ou bon des enfants, tout ça. Fait que là, on est comme un peu dans une fausse routine, tu sais, c'est comme déprogrammé, tu sais, on a donné une routine, mais en même temps, aux 6 semaines ou aux 8 semaines, on la réinvente, on la refait, elle est différente, puis t'as le goût d'explorer, fait que des fois, ça peut être intéressant de dire j'ai pas de cadran, mais en même temps, si tu te mets pas de cadran, là, ça peut aussi faire que tu te lèves pas, tu traînes, tu t'entraînes pas, etc. Fait que la discipline demeure, je pense, un élément clé, routine et discipline, là. Fait que Si on l'a vraiment bien. ouais, mais fait que moi, c'est un peu mes challenges de l'entraînement. Fait que un message à mon coach, je veux faire plus de kilomètres. C'est drôle que tu dises ça parce que ça me fait penser que je me rappelle, tu sais, moi, j'ai eu une période où j'ai quitté un emploi puis j'ai eu du temps avant d'en trouver un autre, congé de paternité et tout. Puis plus pas congé de paternité, bébé naissant, que tu dors pas. Congé de paternité, mon gars avait 7, 8, 9 mois à ce moment-là. Fait que, tu sais, t'as une routine de vie, t'as le temps de t'entraîner. Puis je me rappelle, je trouvais ça dur, justement, de pas trop en faire ou d'en faire. Puis dès que t'as plus la routine puis l'intensité de squeezer ta course entre deux affaires puis blablabla, ben on dirait que c'était plus difficile à un certain moment de sortir parce que veux pas, tu peux le faire n'importe quand, fait que tu le fais pas. Alors que tu sais, moi mettons aujourd'hui, je me suis levé ce matin et j'ai fait OK, ce midi, il faut que je fasse telle affaire pour le podcast. Puis là, à soir, je vais chercher mon gars. Fait que finalement, j'ai fait à 7h30, j'ai dit à mon gars, aujourd'hui, on va aller à la garderie en chariot. Parce que d'habitude, c'est tel jour, là, c'est pas aujourd'hui, ben on va le faire pareil, puis j'ai squeezé 10 km avec le chariot là, parce que si je le faisais pas là, je courais pas. Mais j'ai jamais à me questionner à quel moment je le fais. Puis ce que tu racontes, ça vient de me rappeler le moment où j'avais moins d'horaire, puis c'était pas mieux, on dirait. C'est particulier. On est drôlement fait, les êtres humains. Hein? Ouais. Nous, il y a une chose qu'il faut savoir en Asie, depuis qu'on est parti, là, on a fait Singapour. Singapour, il fait très chaud, très, très chaud, ou ben très, 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 très chaud. Là, on a passé 3 jours. Puis Bornéo, ben c'était la même affaire, mais je pense qu'on pourrait commencer par très, très chaud, très, très, très chaud, très, très, très chaud. C'est tellement chaud. Ah ouais. C'est hallucinant. Mais qu'on parle un peu peut-être de notre course. On a fait notre course à 47 degrés Celsius, humidité à côté. C'est incroyable. Fait que la Western State, on est vrai. Attends, c'est pas un problème. Mais tout ça pour où je veux en venir, c'est que bon, on n'a pas le choix de se mettre un réveil matin tôt. Puis depuis qu'on commence à se lever à 4 heures, mais depuis qu'on est parti, nous, on se couche, on va au lit vers 6h30 pour s'endormir parce qu'à 3 heures, on se lève. Ouais. On se lève à 3 heures. Pourquoi? Ben, Parce qu'aller courir à 9h30, 10h, c'est comme inconcevable. Puis pourquoi que tu vois, tu sais, dans un stade de course à Séoul, ben, le monde à 5 heures, tu peux même pas rentrer dans le stade, mais à 7 heures, il est déjà en train de se vider. Est-ce que le monde va à l'ouvrage? Mais en même temps, il commence à faire trop chaud. Puis tout se passe beaucoup dans les créneaux matinales ou très tard le soir. Puis nous, ben, on a pris l'option personne à la retraite, matinale le matin, c'est parfait pour nous. C'était mon 4 heures. Aïe. Mais j'avoue que si tu veux réussir à faire une longue run, à un moment donné, tu commences tôt. Oui, Ben, vraiment. parce que, tu sais, juste ces températures-là, tu vas juste faire un jogging, tu es obligé d'apporter des bouteilles d'eau. Parce que 40 minutes, là, une fois, je suis parti courir tempo, puis ça faisait 40 minutes que je courais sans eau, puis je me sentais dépérir. C'est littéralement. C'était comme aïe, et pourtant j'étais tout en forme, puis là j'étais en train de m'assoiffer, là, il manque c'est fait que oui, il y a une grosse adaptation, mais pour plus s'amuser, ben c'est le fun d'être le matin, puis en même temps dans les grosses villes comme Séoul, ben si tu prends ton métro à 5 heures ou l'autobus, c'est beaucoup plus vide qu'embarquer dans un métro à 8h30 où ce que ça fait des fois le métro va essayer de fermer ses portes 4 fois parce que ça rentre plus. T'es là. Là, on est tout écrasé. Fait que c'est plus fun de partir le matin. On a plus notre place que la porte te ferme en avant de toi. Puis là, faut que tu te tasses le nez parce que mon nez sort peut-être de la porte. Fait que ça parce que ça rentre plus dans le wagon. Ah, c'est ça.
Toi, Francis, si je me trompe pas, quand on s'était parlé, tu m'avais dit que tu supportes bien le gros volume. Elisabeth parlait de sa réalité de, je veux pas dire c'est limité, mais de s'en tenir au plan puis d'essayer de pas déborder. Dans ton cas, tu supportes bien le volume, t'as plus de temps, tu partis en vrille puis tu te fais des semaines de 200 kilos? Ben, pour ça, je suis parti avec une retenue, puis comme j'avais dit un peu au début, je voulais pas prendre ce 50 heures-là puis dire je le remplis. C'est sûr avoir resté chez nous au Québec où ce que notre routine, tout est bien setupé, tout est à perfection. Probablement, je serais parti, tu sais. 50 heures semaine. Non, ben pas 50 heures, mais tu sais, la musculation arrêtée comme là, tu sais, ça fait 4 mois, je fais plus de musculation. Au moins. Ou à peu près. À cause que notre voyage en partant en Corée, je veux pas te prendre des petites barres à côté, mais on couche dans du minimalisme, c'était plus cher, fait qu'on s'est pris toutes des plus petites affaires, qu'on savait que notre 4 premiers mois, c'était plus de l'adaptation, puis qu'on allait plutôt rajouter plus tard des choses, parce que dans les prochaines appartes qu'on va avoir en Thaïlande, tous les prochains pays, on a tout le temps des beaux gyms, piscines, fait que la musculation va revenir en place. Fait que là, c'était de courir puis de rester aussi beaucoup en même temps avec Elisabeth, puis de faire attention, je suis quelqu'un qui s'est souvent blessé. Parce que sur millage, mais j'étais quelqu'un aussi qui avait un métier où je passais 8 heures debout par jour en construction. J'étais plombier dans un escabeau, 8 heures par jour. Même la dernière année, puis j'allais en bicycle au travail, je revenais, je prenais un bicycle pour aller courir quelque part. Que moi, une journée, j'étais peut-être 2 heures assis dans des minutes debout. Tu sais, des fois, on parle des minutes debout en trail. Ben oui. Ben, j'en avais beaucoup, moi, dans une journée, que ça rentrait peut-être un survolume avec ce que je courais, puis j'ai pas la mécanique A1, fait que je brisais. Fait que là, je veux partir tranquillement. J'ai quand même un bon volume. Tu sais, avec Elisabeth, des fois, on part sur une trail, ben moi, je fais une montée de plus pour la dépasser, pour aller, tu sais, je me rajoute des petites affaires pour qu'on soit comme ensemble. Puis moi, je me ramasse avec plus de millage. Là, on se compte quand même pas pire comme ça. Ou quand on est allé faire de la track, ben, on est chacun notre routine, puis elle arrête peut-être 20 minutes avant moi, puis moi, je continue un petit peu pour rester genre un petit peu plus haut, mais je suis pas dans l'excès du tout. Présentement, tu sais, Plus sage. Intéressant. C'est la retraite. C'est la retraite. Oui, c'est la sagesse de la retraite. mais je suis fier de moi parce que je pars pas dans l'excès où ce que j'aurais pu facilement partir. Puis d'être, tu sais, je me sens bien là, dans mon corps. J'ai fait une course, j'ai pas atteint mes temps. Puis je savais quand je partais ma course que je me sentais musculairement moins en forme, mais peut-être plus, tu sais, j'avais des plus reposés, moins en forme. Et le tout allait faire de quoi? J'ai pas atteint mes temps. Mais je suis fier de ma course, puis je sais ce que j'ai à travailler, puis je sais que je vais le rajouter bientôt, parce que c'est dans le projet, c'est tout, ça s'en vient tranquillement, puis on veut que notre vie reste toute bien harmonisée avec nos petits plaisirs de la vie, parce qu'on adore le trail, mais on adore aussi marcher, puis aller prendre nos cafés, puis marcher, tu sais, on est tout le temps comme en mode exploration, on est dans un nouveau quartier, même si on reste un 6 semaines, c'est comme tout le temps tellement plaisant après une course, on prend un café, puis ça finit que les fois on part, puis je finis ma journée, on se rase avec un 15-20 km de marche. Ici et là, c'est un bon volume, ça. Mais on s'en rend tellement pas compte, c'est juste que des fois, tu sais, je pars ma montre plus souvent, puis c'est sans compter toutes les fois que pour aller au métro, tu marches 1 kilomètre, tu descends un autre 1 kilomètre, des 1 kilomètre, hey, on en marche du millage, là. Fait que je cours peut-être pas tout le temps, mais il marche tout le temps. Mais on en marche, puis des escaliers, tu sais, on prend pas un métro, là, Séoul, qui est double étage, là, tu descends profond, là. Quand tu prends les escaliers à pied, là, t'en montes des escaliers, là, des étages, là, peut-être Jeju, ça faisait mal. Oui, c'est ça devait être quelque chose, hein? Eh oui, on prenait même l'escalier mécanique et on marchait pas dedans. Ce qui est très rare, parce que moi, d'habitude, je marche. Ben, les deux, on marche dans l'escalier mécanique, ça va plus rapide. Là, on se tasse de côté. Enjoy la ride jusqu'en haut de l'escalier. Après un 100 kilos, je pense que c'est correct. C'est sage de le faire. Ouais, puis tu sais, la particularité... tu sais, mettons, si tu penses à la Malaisie, c'est pour ce qu'on a fait sur Bornéo, rien n'est en escalier, rien n'est aménagé, tout est straight, direct, avec des cordes pour te mener en haut de la montagne. Puis, à contrario, en Corée, tout est suraménagé en escalier. Fait que
tu ne fais que des Stairmasters, là. En Corée, toutes les trails, puis les montagnes sont vraiment à très proximité des grandes villes, mais c'est toujours en escalier, tout à. Fait que on est bien habitué maintenant. Et qu'il y a des escaliers. Tu peux pas t'imaginer, c'est beau, là, c'est aménagé. Mais tu sais, une ville qui a 20 millions de personnes comme Séoul, ben, si le monde irait tout marcher dans un petit sentier pas aménagé, ça se détruit. Faut qu'il l'aménage. Ouais. Il aménage, fait en plus, tu sais, t'as une ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Les montagnes sont remplies. Nos montres, là, ça marche même pas ici. Nos montres sont désuètes un peu. Sont étourdis, là, on arrive d'injonction, là, le GPS, là. Il y a trop de fonctions. Il y a trop ça marche pas. Ah, ouais. C'est intense. Toi qui cours sans montre, là, ici, si t'en viens sans montre, tu sais pas où aller. Oublie ça, là. Pogne le téléphone. C'est ça. Ouais. Fait que, non, c'est vraiment aménagé ici, escalier. Même Trans-Jeju, il y avait beaucoup, des bonnes parties, puis c'est quand même, ça change un big dans une course quand tu fais pendant 3 km l'escalier du Cap-Blanc, mettons. C'est quelque chose, là. C'est ça. Ouais, puis c'est pas comme du D+ régulier, dans le sens que c'est différent. C'est plus facile, c'est plus difficile, c'est juste différent. Ton corps travaille différent. C'est un peu plus comme de la course sur route, dans le sens que c'est un impact similaire, répété. Tu sais, quand tu montes 800 mètres de D+, dans du single track technique, tu fais jamais le même pas. Mais là, c'est dur mentalement, physiquement, de faire le même pas sans arrêt, j'imagine pas, pendant 8 caps blancs consécutifs, là. Il faut que tu descendes aussi. Oui, il y a ça. Descendre des marches, on s'entend, c'est pas l'affaire la plus fluide au monde, là. Non, puis il faut que tu restes vraiment hyper focus parce que des fois, les marches finissent par être comme, on dirait, flou dans ta tête, là. Fait que c'est comme si tu dis, t'allais manquer le pas, là, tu sais. Mais là, comme à Jeju, ils mettaient des bandes fluo, là, pour que tu vois bien les escaliers, là. Parce que moi, à un moment donné, ça fait, je sais pas moi, 11 heures que je cours, là. Ça limite si les marches est rendu zombie un peu, là, tu sais. Ouais, c'est vrai que ça venait étourdissant, là. Ça venait dur, tu sais, c'est tout en brun. Là, t'as les marches, puis c'est jamais les escaliers sont adaptés au terrain, fait que des fois, c'est une série d'escaliers de 10 marches, mais ils l'ont adapté que c'est une mini-marche. Là, t'as des roches, mais souvent, c'est des genres de salades de cailloux, fait que c'est comme tout du croche. Puis là, t'as un autre escalier, mais là, la marche est comme plus grosse. Ben, ça fait du technique. C'est ça, une autre sorte de technique. Oui. C'est exactement, ouais. On parle de Trans-Jeju depuis tantôt. Je pense que c'est le temps qu'on plonge dans cette course-là parce que c'était un de vos gros objectifs. On va se prendre une pause pour un message d'un partenaire puis on se parle de l'autre côté. Aujourd'hui, je te parle d'Altitude Sport puis je me permets de te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée cet été. Au mois d'août, à quelques jours de mon départ pour l'UTMB à Chamonix, je me suis rendu compte qu'il me manquait 2 éléments de la liste de matériel obligatoire. Ben oui, oups! Premier réflexe, je suis allé sur le site d'Altitude Sport et bien sûr, il y avait en stock les pantalons et les gants imperméables que j'avais besoin. J'ai passé ma commande un mardi soir puis 24 heures plus tard, ding dong, c'était livré à ma porte et tout ça sans avoir besoin de sortir de chez nous. C'est ça la force d'Altitude Sport. C'est une entreprise canadienne 100% en ligne basée à Montréal avec une livraison le lendemain partout au Canada. Puis même le jour même à Montréal, c'est complètement fou. Puis si ça fait pas, le retour est super facile, même pas besoin d'imprimante, juste un code QR. Magasine sur altitudesport.com et profite d'un rabais jusqu'à 20% sur ta première commande avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Le lien et les conditions sont disponibles dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, j'étais avec Charles Castonguay, qui est copropriétaire du Crew Run Club. On va te démystifier une première affaire, Charles. Moi, j'ai un coach. Ça vaut-tu la peine que je vienne faire des tests ou des entraînements ici? C'est sûr que ça vaut la peine parce que même si tu es un coach, tu peux intégrer les entraînements du Crew à ta structure d'entraînement parce que nous, on bâtit toute notre structure selon... On commence en novembre avec, oui, des séances de bonne vitesse, de bon tempo, mais c'est très progressif toute l'année. Donc, on part pas en Lyon, on commence relax, puis on bâtit à travers l'année pour des objectifs qui vont être plus à l'été, au printemps. Donc, même si tu es un coach, tu peux intégrer les séances du Crew, puis c'est des kinésiologues qui la font, la progression, c'est basé sur la science, c'est basé sur nos connaissances, donc tout le monde est le bienvenu, même si tu as quelqu'un dans ta vie qui te prescrit déjà des entraînements. Ouais. Fait que si ça nous intéresse, ceux qui écoutent, on va où? Vous allez au lecrewrunclub.ca. Merci Charles. On est de retour avec Elisabeth et Francis. Avant qu'on parle du Trans-Jeju, vous aviez raconté à l'épisode 189 qu'il y avait un objectif à long terme avec ce projet-là ultra nomade de
finir un de ces chapitres-là à l'UTMB en 2027, si je me trompe pas. Ouais, exact. Je comprends que Trans-Jeju était la première roche sur ce mur-là, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots avec les Running Stones, mais j'ai regardé les courses que vous aviez faites. Il y avait une course en Malaisie, vous en avez parlé tantôt, une course en Corée, mais là, Trans-Jeju, c'était un by UTMB. Donc, je comprends que c'est toujours l'objectif en 2027 de clore un premier chapitre à l'UTMB. Ouais, vraiment. Après, on sait pas comment le tirage va se passer, là, mais plus t'as de Running Stones, plus techniquement, tu devrais avoir des opportunités. Fait que c'est sûr que notre plan, tu sais, l'UTMB, c'est la consécration d'une activité d'une occasion qu'on avait eue en 2023 qui était vraiment super, de se dire, on a fait la CCC, on veut la refaire. Fait que c'est comme la consécration de notre voyage qu'on veut refaire en 2027. Puis ça nous a donné aussi une colonne vertébrale dans notre projet parce qu'à un moment donné, on voulait aller partout puis faire tous les voyages, les courses, puis tous les pays. Et qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Comment qu'on choisit? Ben, choisissons des courses qui nous amènent petit à petit vers ce plan-là. Fait que ça nous a permis d'un petit peu plus faire du ménage. Puis oui, la Jeju était vraiment la première qui nous donnait des Running Stones. Les autres contribuent à l'UTMB Index, là, mais sinon, c'était vraiment des courses préparatoires, des courses d'ambiance, des courses pour découvrir localement aussi. Là, on avait envie d'en faire une dans chacun des endroits qu'on a allé. Ben oui. Et ouais, Jeju, c'était vraiment la première. C'était comme important de pas juste avoir les courses à Running Stone aussi pour pas se ramasser avec un itinéraire que on fait juste prendre de l'avion pour aller faire des courses. Fait qu'en faisant des petites courses d'un pays à l'autre, ben on se construit tranquillement, pas vite, avec un petit 51, un petit 51, un 57. Après ça, on s'en va 100 km. 100 km, on n'a pas fait beaucoup. Moi, j'en ai fait 3, je pense. C'était son deuxième. C'était son deuxième. Puis, on les a toujours fait un peu dans les modes voyage. Fait que, tu sais, on faisait une préparation, mais on arrivait en voyage. Des fois, on était 3 semaines à faire course, hiking. Ben oui, c'est ça. On arrivait comme on arrivait, puis on faisait notre course, pas vraiment de gestion de rien, c'était au plus plaisir, mais là, on veut mieux gérer la nutrition, comme on a parlé un peu tout à l'heure, puis la reconnaissance, prendre plus notre expérience, se développer un petit jeu, là, tu sais, un petit plaisir de plus qu'on peut prendre le temps, parce qu'on a du temps, puis comme la Trans-Jeju, on l'a regardé sur l'ordinateur, on a regardé beaucoup, on a vraiment pris le temps de préparer les deux notre course pour parce que oui, c'est rêvait là. oui, parce que c'était comme une grosse course à Running Stone, fait que on s'en servait dans notre préparation là, ça a été un beau petit plaisir jusqu'à temps qu'on la court. Ça a été un petit plaisir. Mais c'est intéressant d'avoir cette espèce d'aspect-là qu'on voit les professionnels, les grands élites internationaux faire, c'est-à-dire avoir un processus, une reconnaissance de parcours. Vous avez dit que vous l'avez fait en fast-pack. On voit toujours des athlètes faire la hard rock 3 semaines avant, la soft rock. Fait qu'ils sont en fast-pack puis ils font le tour puis reconnaître le parcours. C'est drôle, il y a un lien avec l'épisode de la semaine passée avec Jay Dutamp où lui racontait justement qu'il y a un objectif qui était de se donner les moyens de faire une saison comme les pros peuvent le faire, mais de tout mettre en fonction de ça. Puis la retraite amène aussi ça, la possibilité d'arriver d'avance. Quand on voyage pour courir, c'est rare qu'on peut arriver un mois avant notre course à une destination. Rares sont ceux qui ont un mois de vacances. Là, dans ce cas-ci, vous pouvez arriver, reconnaître le parcours, puis ça l'occupe, c'est une charge mentale. Vous pas, vous êtes parti de des emplois temps plein à la retraite, mais ces stimuli-là mentaux, on aime avoir la tête pleine de projets. Je comprends que vous avez voulu prendre ça cool, puis vous donner le temps de chiller, comme tu disais, mais ça demeure que de le préparer d'une manière comme un pro, c'est un méchant beau trip aussi à s'offrir. Hein? Ouais, vraiment. Même que, tu sais, oui, on a fait notre cours en fast-pack, mais après ça, on est allé refaire tous nos entraînements, parce que on n'est pas, tu sais, en mode touriste, où ce que là, on était sur l'île de Jeju, puis on va aller voir toutes les bébelles. Tu sais, on passe à côté, c'est sur notre chemin. On va jeter un coup d'œil si ça nous attire, surtout si c'est gratuit puis c'est à l'entrée libre puis qu'on va tricoter vite, ou sinon on a bien d'autres plaisirs. Mais on a tout fait nos entraînements quasiment pendant les 4 dernières semaines sur des slides de la Trans-Jeju, journée en bas, on est allé jouer telle côte. Puis tous ces petits entraînements-là qu'on a fait pendant 4 semaines, mais ça nous a... On connaît les deux, là, pour les deux, puis je parle pour Elisabeth, je le sais, là, mais les deux, quand on a fait notre course, là,
j'avais tellement le parcours dans ma tête, là. Moi, puis mes heures, je m'avais mis mes objectifs d'heures fait que rendu là, tu sais, le premier 10 km qu'on montait, je pense, c'était 800 mètres, où ce qu'on était plus route. Pour moi, c'était important de rouler vite, parce que moi, j'aime ça partir vite, même si je n'ai pas nécessairement les capacités. J'aime ça me ramasser quand je me ramasse en single track, je pars de bouchon. Ouais. Puis quand tu pars 1000 coureurs sur une trail, puis que moi, là, je sais que au kilomètre 10, ça devient très technique, très glissant. Bottleneck. Si t'es pas à bonne place, c'est des bouchons parce qu'il y a du monde pour avoir zioté un peu le parcours sur des vidéos YouTube. On voyait le monde filmer parce qu'il pognait des gros bouchons. Ben, c'est ça. Ben, moi, ça me bloque. Tu sais, je sais que je cours quand même beaucoup à l'avant. Fait que ça va me bloquer dans mon dans mon parcours. Fait que c'était important d'être fort. Oh, c'est de balai. Ouais, fort. J'aime mieux me faire dépasser par la suite. Tu sais, je me tasse, je laisse passer. Et ceux qui vont me dépasser sont plus forts. Tant mieux dépasser. Mais au moins, je fais vraiment ma course. Tu sais. Ouais. Fait que, mais tout ça pour dire que tout l'itinéraire, je l'avais dans ma tête comme Elisabeth l'avait dans sa tête. Puis on se voyait aussi dans mon parcours. J'avais plein de souvenirs. C'était le fun parce que ce 100 km-là, cette 13 heures-là que j'ai passé dans la montagne, j'étais rempli de souvenirs de mes 4 dernières semaines où ce que je suis venu jouer avec Elisabeth dans nos entraînements, dans les déluges. Fait que j'avais comme plein de beaux moments. C'était comme super positif, ma course. Ouais. Tellement, c'est vrai. J'avais plein d'émotions parce que je me voyais avec Elisabeth. On est venu ici, on a pique-niqué là, puis j'avais plein de moments sur mon parcours qui m'ont probablement plus envie, puis envie. En stimulé. C'est pas moi. En stimulé. Mais non, mais ça l'apporte. Je trouve que ça l'a fait un beau plus d'avoir toutes ces pensées-là. Pendant ce 100 km-là, j'étais rempli de ça. Puis je connaissais tellement mon parcours que là, je sais où que je peux rouler, que je peux me pousser, mais en même temps, je sais très bien que, tu sais, puis je le vois, tu sais, j'ai fait ma course, puis je suis quelqu'un qui a souvent rendu dans jusqu'à 70 km, je suis capable d'avoir du beau gaz. Mais après ça, j'ai tout le temps eu mes murs sur mes 100 km, tout ce que je tombe en mode power hike, puis essayer de faire ce que je peux quand ça descend, mais quand je vois les buts, je suis pas encore rendu à être capable de dire la butte. Hey, Oui. je la courais pendant mes entraînements, là, mais là, pendant la course, pourtant, c'est même que dans cette course-là, je me suis fait dépasser par Leslie. Elle a terminé 4e au scratch. Ouais, la première femme. La première femme. Puis elle m'a dépassé dans le bout du kilomètre 75 ou 76. Puis quand elle m'a passé en petit trot, moi, j'étais en mode power hike parce que ça montait un peu. Puis c'était dans les salades de roche là, où c'est un peu plus technique. C'est comme t'es plus fatigué. Mais quand je l'ai vu me dépasser, je dis, faut que je m'accroche. Il y a quelqu'un pour me tirer parce que moi, j'étais avec les derniers du 70 km qui étaient dans mon parcours. Fait qu'il y avait un beat plus lent. J'avais pas de stimuli. Je dépassais à travers eux. Mais dans ma vitesse, fait que là, je vois Leslie qui me dépasse, c'est comme, ouais, Francis, j'ai fait 1 minute, c'est comme, moi, mes jambes veulent plus. Mes jambes, je les ai explosées dans ma deuxième descente, ils étaient pas prêts musculairement. Ils veulent plus rien faire des montées, c'était comme, peut-être que c'est mon mental, je sais pas, je vais l'apprendre, mais tu sais, c'est avec l'entraînement. Mais c'est quand même la fille qui a gagné le Bourbon l'année passée. Oui, là, c'est ça, c'est pas n'importe qui, c'est ça. Ouais. Mais quand même, t'aurais voulu t'accrocher. Puis ça fait, mais regarde, c'est ça la beauté de l'ultra, hein, c'est. Je t'accroche. Puis peut-être c'est juste le mauvais moment, tu sais, des fois où parce que je venais de commencer à avoir mon relâchement. Puis c'était un relâchement que les gens ne veulent plus. C'était pas un relâchement que j'ai plus d'énergie parce que là, tu riais de mes 40 gels. Ben, c'est assez lourd dans un 40 gels. C'est là que tu vois que ceux qui ont un crew, ça fait une méchante différence parce que quand tu pars avec 3 bouteilles d'eau, tout le temps 3 bouteilles d'eau pour être capable de gérer notre eau d'un ravito à l'autre, plus j'avais au début 16 gels plus des petits cossins, puis après ça, à un drop bag, j'ai rajouté 24 gels plus des petits cossins. C'est vraiment du poids, là. Mais c'est la première course, elle puis Tabéaec, que je fais où ce que je me sens plein d'énergie du début à la fin. Vraiment, là, dans toutes mes courses, parce que j'ai tout le temps... Pas de carbs. J'ai tout le temps parti dans mes courses avec 5-6 gels, me débrouiller avec les ravitaux, puis finalement,
tu sais, des ravitaux, tu manges un orange ou une banane, puis je mange pas beaucoup, puis finalement, je me traîne à la fin, mais vu que je suis quelqu'un qui se traîne quand même pas pire, ben si ça finit, je fais une course pas pire. Mais j'ai fini plus dans un manque d'énergie puis de souffrance, tandis que... Vite plus. Ouais. Trans-Jeju, j'étais arrivé super réveillé parce que j'avais gorgé avec de la caféine selon ce qu'on dit à cette heure, puis je me suis mis plus de la caféine que juste des petites shots de 15-20 mg d'une shot. Ouais. J'avais comme des expressos de 100 mg. Fait que tu sais, je m'en ai pris un avant de partir, un dans le milieu, puis un peu plus tard, j'étais comme full forme, full bien mangé, mais les jambes, eux, ils étaient capotes. Fait que tu sais, là, c'est du physique, il faut qu'ils s'entraînent à rendre à 75 km, les jambes... c'était rendu en power hike, puis on trotte dans les descentes. Puis tu sais, quand t'as passé là, genre, il y a 2 semaines, tu faisais ça à 100 000 à l'heure, puis en plus, c'était genre juste un footing. Je dis, ici, ça va être pas pire, ça va être... Finalement, là, je suis loin de mon footing. C'est l'inconvénient de la reconnaissance. C'est que tu sais que t'as fait un bon temps, genre ton PR, mettons, sur la section. Puis là, tu te vois la journée de la course, tu dis, ça va être bon, je vais être capable, tu sais, ça va être en mode course, mais au bout de 80 km, t'as plus la même énergie que ton c'est ça, hein? Rendu à kilomètre 70, il n'a plus tout à fait les mêmes jambes. Non, c'est ça, exactement. Fait que finalement, tu t'es rendu jusqu'à l'arrivée en un morceau. Ben oui. Oui, je me suis poussé... Tu sais, j'ai eu mes petits bas quand même psychologiques vers la fin, pareil, parce que ça me faisait de la peine. J'ai tenu mes temps quasiment jusqu'au kilomètre 72, mes objectifs. Les deux, on était pas mal lancés ça. J'ai couru un bon bout, je suivais en arrière de Gris... Gimenus. Ouais, Gimenus. Le Lituanien. Ouais, on sait jamais comment dire son nom, là. J'ai dit Minas, mais tout un athlète, quelqu'un qui a déjà gagné l'Ultra Trail World Tour il y a quelques années. C'est un méchant coureur qui revient d'une grosse blessure, grosse opération, puis clairement, avec des performances comme ça, il est de retour. Hein. Ouais, il a fini 3e sur la GQ, ouais. Fait que, tu sais, on se suivait à distance quand même à distance, mais à la fin, c'est incroyable le temps où ce que moi je perds, puis que lui, il reste toujours en pleine forme, puis que moi, c'est là qu'on voit l'amateur que je réduis, parce que avec Strava, j'ai fait mon fly-by. Tu sais, je vois tout le temps, c'est pas pire, il me rajoute du temps, là, tu sais, je me vois que je m'affaiblis, là, puis que je pogne un petit peu mon creux, mais tu sais, ça a fini que j'arrive, c'est super, là, c'est de l'émotion. Je suis émotionnel dans mes courses, fait que ça apporte. C'est pour ça qu'on est parti un peu à cette aventure-là, Trans-Jeju. J'ai plein de belles émotions tout pendant ma course jusqu'à la ligne d'arrivée. Là, c'est génial. Puis après ça, mon plus gros défi, c'est d'aller me laver. Là, fallait que je prenne un motobike qui mouillait, m'en aller à l'appartement, venir me mettre propre pour accueillir ma femme. Ben oui, c'est ça. Toi, Elisabeth, comment a été ta course? Ben, il y a une grosse partie de la course qui est assez similaire à Francis sur genre les 75 km. Là, on n'est pas dans le même temps, là, par exemple. Là, mais toi aussi, ça allait super bien. Ouais, j'étais dans mon pacing puis tout ça. Puis quelque chose que j'avais fait de différent pour me préparer, que je faisais pas avant, mais j'avais pas le temps. J'ai fait beaucoup de visualisation de ma course. Okay. J'ai beaucoup fait des 10-15 minutes de visualisation là, où littéralement, vu que j'avais dans la journée entraîné sur un circuit, j'étais capable de prendre cette partie-là puis m'a visualisé la journée de la course, comment je vais la courir, dans quelle sensation. Fait que j'ai couru vraiment dans une sensation de flow, une grosse partie de la course. Puis, tu sais, je suis un peu dans un moment actuellement de ma carrière de traileuse où, tu sais, je sais que je peux courir avec un certain rythme, un certain bon départ, mais j'ai de la misère à maintenir ce rythme-là. OK? Fait que là, est-ce que je dois diminuer mon départ pour durer plus longtemps? Ou est-ce que je continue à m'entraîner? Est-ce que je peux réussir à m'entraîner encore plus pour dire, ce niveau-là, je le garde haut, mais je garde mon volume haut tout le long, tu sais? Fait que là, je suis comme ce moment-là. Fait que j'ai frappé à 75 km, le moment où l'énergie que j'avais dégagée au début me frappait, tu sais? Fait que j'avais une belle demi-heure de loose dans mon temps que je m'avais mis. Un super chrono, j'étais vraiment contente, là. J'étais plus proche de mon
ghost time versus mon UTMB index que le temps que réellement j'ai pris finalement. Fait que, tu sais, mais c'est ça, rendu dans les, comme Francis, cette dernière période-là, ben j'ai frappé vraiment le mur physique, vraiment plus physique, tu sais, puis mon moral était bon, tu sais, j'étais encore souriante, je me pose pas la question qu'est-ce que je fais dans la vie, puis pourquoi je suis là, puis bon, ça perd, là, tu sais, puis je suis pas en train de dire, j'en referai plus jamais de, tu sais, il y a rien de ça du tout, tu sais. Puis dans mon cas, à partir de des 30 derniers kilomètres à peu près, moi je tombais vraiment en course plus de soir, nuit, là, tu sais, fait que la frontale, fait que tu sais, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle course quasiment, tu sais, ton champ de vision est différent, t'anticipes beaucoup moins parce que t'es dans le kilomètre, t'es dans le 200 mètres devant toi, gros max, tu sais. Fait que tu sais, j'étais vraiment into the moment, là, vraiment là, tu sais. T'étais dans les salades de cailloux, puis il pleuvait. T'étais dans les parties où c'était très glissant, là, c'était genre tu es focus chaque pied, là. Fait que je suis dans le noir, dans la salade de cailloux, dans la pluie, puis là, tu sais, à un moment donné, ça te joue un peu dans le moral, là, quand tu vois des gens que t'as dépassé plusieurs fois au début, t'as rattrapé, puis là, tu te dis comment tu sais, mais elle a géré d'une façon plus intelligente son entraînement, bon, peu importe, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Fait que moi, mes pieds sont devenus ma source de problèmes majeurs parce que sur Jeju, la particularité, c'est qu'il y a deux moments, il y a un seul moment où le drop bag, c'est au 40e kilomètre, ça veut dire qu'il t'en reste 60, dont une montée à descente de 20 kilos où t'as aucun ravito entre les deux. Fait que si tu fais le choix stratégique de te changer au 40e kilomètre, ben ça peut être payant, mais ça peut aussi être trop de bonheur. Tu sais, fait qu'il y avait comme une question. Et moi, j'ai choisi de ne pas me changer de souliers ou de bas, etc. Fait que j'ai macéré dans mes pieds épouvantables. Fait que j'ai connu la pire époque de pieds de ma vie. J'avais jamais connu, tu sais, je fais des ampoules, là, comme n'importe qui, des orteils, machin. Mais là, ça me fait l'enfer. Fait que à la fin, c'est vraiment juste, tu sais, ton pied peut plus se poser sa roche. Non, c'est ça. Ça fait mal, là, littéralement, là, tu sais. Fait que c'était vraiment, j'étais macérée en poule, machin. Fait que je suis arrivée à la fin avec un immense sourire de fierté de dire, hey, malgré tout ça, tu sais, je vais continuer. Je me suis traîné le corps, j'étais souriante, puis tu sais, je voyais des gens qui me dépassaient, puis je leur disais, t'es fort, t'es bonne, bravo, félicitations, parce que ben moi j'en arrache en ce moment, tu sais, puis je trouve ça ce que t'es après faire, tu sais, parce que moi je le fais pas là, tu sais. Puis j'ai croisé Francis, tu m'as vu, je sais pas, j'étais venu, c'était 10 peut-être. Ouais, à peu près un 10. Ouais. Fait que j'étais un petit peu d'avance. J'ai dit, je vais aller la retrouver, puis il mouillait beaucoup. Fait que je peux aller la retrouver sur le parcours, juste aller donner un signal. C'était un peu de boost, mais il trouvait que je me traînais la carcasse pas mal. Ah ouais. Oui, elle m'a fait rire. Mais tu sais, en même temps, j'avais toute la compréhension. Tu sais, moi, je l'ai fait le parcours, puis je sais comment je suis devenu. Puis tu sais, on a chacun, je sais qu'elle avait ses difficultés dans la poule, mais tu sais, elle court plus longtemps, tu sais. Moi, je fais en 13h30, le 8 heures. Le 4 heures de plus. Tu sais, tu l'as sur le corps, là, tu sais. Clairement. Tu sais, elle a 4 heures de plus, là, mais il y en a beaucoup encore en arrière, là, parce que, tu sais, elle a fini dans le 10%. Il y en a, tu sais, ces gens-là vont profond aussi, là, avec le temps, l'épuisement, la fatigue, puis t'as tous les changements climatiques, parce que tu pars le matin à noirceur, les redoux, un peu de soleil, ça revient, il pleut à boire de bout. La bouffe, la bouffe. Le poids des gels et de l'eau, puis moi, je suis quelqu'un qui boit énormément, fait que faire une course, pour moi, avec juste 2 bouteilles d'eau, souvent, j'en ai pas assez. Fait qu'il me faut souvent une troisième Surtout bouteille. Surtout quand t'as 20 km sans aucun ravito. Ah non, mais ça, c'est vraiment... c'est trop. C'est trop à la limite d'être non sécuritaire, là, pour vrai, là, parce que c'est non seulement c'est 20 km, sur le plus, c'est une chose, mais c'est 20 km dont t'as 1000 mètres de D+, puis de D-, là. Puis moi, 3, 4, 5 heures, hein? Ouais, mais moi, mon temps calculé était genre 3h50. Ça m'a pris comme 3h45, quelque chose de même. Mais règle générale, moi, je suis dans le 10% en avant. Fait que imagine le nombre de personnes, ça a pris plus que 4 heures. Ah, c'est ça. Puis nous, il faisait poche. On a eu la chance d'avoir de la pluie. Chaud, mais pas trop chaud. Il faisait nuageux. Fait qu'on se faisait pas brûler par le soleil. Fait que c'est ce qu'on se disait, on imagine les gens s'il y avait fait de gros soleil bleu, les grosses températures comme les semaines parce qu'on a eu beaucoup de beau temps sur l'île, puis qu'il fait 35, puis il fait 100% d'humidité.
si tu pars avec 2 bouteilles, son but bien avant que tu arrives en haut, là. Ben oui. Fait qu'il y a peut-être c'est pour ça, tu sais, faut faire attention. Tu sais, des fois, on est mieux avoir plus de poids, mais ça nous pénalise. Mais ça pénalise beaucoup pour avoir d'eau parce que si quand on parle un peu de la Car Ultra où ce qui a fait 47 degrés Celsius, là, où ce que j'ai passé à un moment donné 1 heure et demie, pas d'eau. C'est une autre histoire, là. C'est une autre histoire, pas d'eau, là. Ça, c'est en Malaisie. Ouais, exact. Mais tout ça pour dire, tu sais, pas mal tout le monde a eu, tu sais, des temps un peu plus longs compte tenu de la température. Fait que, tu sais, sur 30 km, j'étais allée chercher 20% plus de temps que je pensais. Mais c'est fou, là, tu sais, ma course s'est jouée sur mes 30 à 25 derniers kilomètres où j'ai 20% plus de temps que tout ce que j'avais prévu. Fait que j'étais on time tout le long. Ah, c'est fait que, ça. à la fin, je ressors avec beaucoup d'apprentissage de cette course-là. Puis c'est ce que je pense qui est le plus bénéfique de ma course parce que notre prochaine destination, c'est Chiang Mai le 6 décembre pour le Bay UTMB aussi. Fait que là, je ressors avec plein de trucs que j'ai enregistrés de choses qu'il faut que j'essaye, là, donc changer les souliers, mais les pieds là, et les bas. Ah oui, on est toujours en apprentissage en train, je pense qu'on finit jamais. Ah ouais. Mais là, vous avez déjà une date. Est-ce que vous faites le 100 kilos aussi à Chiang Mai? Ouais. Fait que c'est 200 km quand même assez rapprochés. Alors, c'est pas nécessairement dans l'entraînement qu'on peut refaire le monde au grand complet, mais l'entraînement semblait à point. Chacun individuellement, vous repartez avec quelle priorité qu'il faut adresser d'ici cette course-là? Là, Elisabeth, tu as un peu répondu, mais je te pose quand même la question. C'est quoi la priorité à adapter dans ta pratique du sport, dans ta pratique de la course le jour J en vue de cette course-là? Si tu demandais à mon coach, il te dirait d'avoir des jambes fraîches puis de bien te reposer d'ici ton prochain 100 km, ce serait ta première priorité. Ça, puis je pense qu'il a tout à fait raison là, parce que tu sais ça demande beaucoup au corps quand même de faire cet exercice-là puis tu sais là on est à moins 38 jours de notre prochaine course. Fait que tu sais c'est quand même assez rapproché. Personnellement, je pense que c'est de bien doser ma quantité d'effort au début versus la longueur de la course, puisque je suis pas encore en mesure de maintenir cette capacité-là sur un long cours. J'espère, j'ose espérer qu'éventuellement le savoir-être et le savoir-faire me permettra de m'y rendre jusque-là, mais je pense que ça c'est mon apprentissage, puis mon coach serait assez d'accord parce que on regarde beaucoup la dérive cardiaque là, pour celles et ceux que ça peut intéresser là, c'est de voir ton cœur, ton fréquence cardiaque à quel point il va dériver, puis pour la même vitesse, si tu descends très, très rapidement, là, fait que si au début, tu es dans ta zone 3, puis après ça, tu n'es plus capable du tout, pour la quantité d'effort, de maintenir tes genres dans ta zone 1 seulement. Mais moi, ma dérive cardiaque sur Jeju a vraiment été phénoménale et rapide. Okay? Fait que ça démontre que je suis partie trop vite, puis rapidement, mon cœur peut être en mesure de continuer. Alors que sur la course précédente à Taebaek, j'avais quasiment une FC en continu avec graduellement une dérive cardiaque. Fait que s'il y a un apprentissage de dire, si je garde une bonne dérive cardiaque qui est plus progressive, normalement, je devrais tenir sur un plus long cours. Fait que ça a l'air scientifique, mon affaire, là, mais c'est juste de dire, c'est super intéressant. Va maintenir. Mais c'est un indicateur super clair qui illustre exactement comment tes sensations ont été pendant cette course-là. Tu sais, si t'avais regardé ça après, puis t'as quelque chose qui est complètement à l'opposé de tes sensations de course, tu te dis, OK, je peux-tu me baser là-dessus? Là, t'as comme la preuve, la science supporte les sensations. Ouais. Puis, excuse-moi, mais ce qui est difficile, c'est que c'est dur à accepter parce que quand je suis partie dans ma course, j'étais vraiment pétillante, amusée, plaisante, pleine d'énergie. Tu regarderas la vidéo du départ, je suis la première sur la vidéo du départ d'être à Jeju, tellement que j'étais excitée. Puis je suis en arrière. Moi, j'étais nerveuse là-dessus. Mais en même temps, c'est bon parce que quand tu pars, faut quand même profiter d'un départ de des grosses courses. T'es même 1000 coureurs qui partent à même place. C'est le fun d'être plein gaz, puis que le monde crie, puis tu sais, t'as une belle ambiance, mais faut que tu te réajustes dans les prochains kilomètres, parce que pour certaines personnes, si tu restes plein gaz, puis tu suis comme les 2 personnes de la Chine qui couraient les 2 premiers, ça n'a pas été long, ça faisait 1 kilomètre, puis nous autres, on montait comme un gros pitch, mais c'était une route.
tu sais, j'ai voyais disparaître tranquillement pas vite. Il faut pas t'essayer de t'accrocher sur des gens comme ça. Ils volent, tu sais, ils sont arrivés. Là. Ben, tu sais, je la vois partir à cette vitesse-là en avant de moi. Tabarouette! Elle va se retrouver, ou genre tricoter. Puis... Mais c'est pour ça que c'est difficile, c'est que parce que t'es tellement dans le bonheur, puis tu sais, tu te fais un petit checkpoint mental au kilomètre 20, au kilomètre 30, puis tu te dis, hey, je suis encore bien, ça va bien, je suis des nuages, je suis dans mon temps, je me sens bien. Fait que, tu sais, à chaque fois que tu fais des petits checks mentaux, tu trouves que tu vas bien, jusqu'à temps que tu fais pouf. Oh, OK, non, là, ça va vraiment plus bien, tu sais. Et c'est comme si j'avais pas vu entre les deux le moment où j'ai craché, tu sais, puis c'est la fameuse dérive, là, comme je te dis, et que j'ai à être plus intelligente dans ma course. Toi, Francis? Ben moi, je changerais pas de stratégie tout de suite, puis je veux pas me faire trop de stratégie. Là, présentement, j'ai pas de cardiaque, je joue pas avec mes choses, je suis beaucoup feeling. J'ai toujours parti en essayant de suivre toutes mes courses, là, même les 3 qu'on vient de faire là en Asie. Là, je laisse les gens de la place prendre leur place, je m'en vais. Je sais que je suis quand même capable de tenir souvent en avant du pack, que je m'en vais en avant du pack. Ceux que je vois qui sont vraiment trop forts, je les laisse aller, mais je me retrouve mon petit créneau. Que j'aime ça, souffrir dans le début de ma course, d'être pas dans ma zone. On n'est pas tout fait pareil. Moi, je suis pas dans ma zone, mais j'aime ça avoir 1 heure, je m'entends ventiler, mais sans ventiler trop. Puis après ça, on dirait que je me place, puis je me trouve mon créneau. Mais moi, mon petit bémol, je pense, c'est que je suis souvent, on dirait, entre les bains rapides, puis mettons les amateurs, je me ramasse souvent dans des slots toute seule. Fait que je fais souvent ma course beaucoup tout seul, puis à un moment donné, veux pas, peut-être sur 50, je suis capable de me pousser plus, mais là, on voit que quand ça vient plus long, à un moment donné, je viens comme, comment dire, plus en mode training, tu sais, on dirait qu'il me manque la petite affaire. Francis, continue. Je l'ai encore, je tombe comme trop bien, puis j'ai pas comme personne pour me tirer, puis... c'est pas moi, ça. J'ai comme un peu quelque chose à voir dans mes prochaines courses, peut-être être capable, parce que je sais que des fois, j'ai encore l'énergie, puis j'ai un relâchement, comme là, à Tranche-des-Jus, quand on montait notre deuxième grosse montée, il y avait beaucoup d'escaliers. Je sais que j'ai je suis quand même un bon grimpeur, même si présentement, je suis pas à mon meilleur parce que j'ai moins de musculation, peu importe. À un moment donné, quand j'attendais Leslie puis le caméraman, parce qu'elle se faisait suivre par un caméra runner, c'était la première femme, j'entendais parler, je disais, on commence à me rattraper. Mais là, je me voyais... Lui, il jase, lui, il court. Parce qu'il traversait le pont. Mais là, je vois... Tu sais, c'est vrai, j'étais un peu... Parce que là, je monte des marches. Tu sais, des marches, tu peux comme pas courir. On parlait le big. Mais là, je venais peut-être un peu trop. Parce que je sais, si des marches, tu te mets à courir dedans, comme l'escalier du Cap-Blanc, t'as cours, je vais être cassé dans 2 minutes. Mais faut que je monte vite. Là, je voyais que les autres, ils ont meilleur beat que moi. Puis je venais de me faire déposer en plus par quelqu'un. Fait que là, j'avais comme un genre de relâchement, mais c'était pas énergique. Parce que j'étais pas pété, j'étais mental. Mon mental, il était en train de tomber un peu en vacances. Je pense un peu. Retraite! Son mental est à retraite! C'est pas une mauvaise chose. À la retraite. J'avais hâte à mon petit café, mon journal. Puis là, mon petit café, malheureusement, c'était un shot de 100 mg que je buvais en 20 secondes. Tu ne peux pas le siroter ben, là. Non. Puis même que ce coup, il est assez amer, ces petits shots-là qu'on a acheté, là. Ouais, fait qu'il y aura pas vraiment une nouvelle stratégie, mais probablement je vais apprendre. Puis là, on va avoir des températures plus chaudes que Tranche-des-Jus, probablement à Chiang Mai. Fait qu'on va peut-être je le prends encore pour plus. Je fais comme d'habitude. Puis ce qui m'apporte, parce que je sais que les prochaines courses, je vais avoir un meilleur entraînement. Là, on a un autre 100 qui s'en vient en janvier, puis l'autre va être en avril. En avril, quant à moi, Décembre, janvier, avril. C'est quand même un bon enchaînement. Ouais. Mais en janvier, ça... On va être relax. Ouais. Puis entre les deux, entre avril et janvier, on a quand même juste 2 mini-courses qui sont des petites courses de trail. Fait qu'on je pense qu'on va travailler fort là, notre musculation. Je pense pas, on va travailler fort notre musculation. Tout ce qu'on a à mettre, parce qu'on a les appartements on va être dans les places pour développer, faire de la track. Le temps qu'on va être à Bangkok, qu'il n'y a pas de montagne, ça va être le temps de faire de la vitesse, on va aller dans les parcs, ça va être super plaisant. C'est ça que j'aime beaucoup du trail running, parce que on dirait que depuis qu'on fait du trail, on dirait que ça m'a ouvert que courir sur bitume, aller sur une track,
ville, montagne, n'importe quoi, on dirait tout est comme le fun. Tout Ouais. des Ouais, puis je viens, c'est comme tout le temps un bonheur parce que quand on a commencé à courir, un moment donné, courir dans mon petit quartier, c'était comme plus plate faire ma loupe, mais quand le jour où j'ai commencé à faire du trail running, on dirait que de courir dans mon quartier me dérangeait même plus parce que ça fait comme partie de mon entraînement, c'est de la course, fait que tout est le fun, fait que quand tu tombes dans une nouvelle ville comme Bangkok, ben là, tout est à découvrir, c'est le temps d'aller dans des parcs avec les coureurs, faire de la vitesse, fait que je crois que ça va être vraiment le fun pour ça replomber le cardio, notre peut-être développer un peu de vitesse. C'est notre off-season. Ouais, c'est ça, exact. Un off-season qui va miser sur le VO2, c'est bon, c'est un bon off-season. Ouais, exact. Fait que c'est quoi cet enchaînement de courses-là, en décembre, janvier, avril? C'est quoi les courses que vous visez, puis c'est quoi les destinations? Ouais, ben là, entre les deux, parce que dans notre projet, hein, on fait de la course, mais on fait aussi du bénévolat. Fait que, là, on a fait du bénévolat ici justement à Busan en Corée. Fait que notre prochaine destination c'est Hong Kong parce que à Trans Lantau by UTMB, on fait du bénévolat pour 3 jours. Fait que nous, on voulait aussi que notre projet soit de redonner à la communauté de trail. Puis, tu sais, ça pourrait faire l'objet d'un podcast, là, de parler de c'est quoi redonner à la communauté de trail dans un pays, là. Fait que pour nous, ça va être cette expérience-là, la prochaine destination, avant de reprendre l'avion pour la Thaïlande, où là, vraiment, on va être sur Chiang Mai, donc au nord de la Thaïlande, en vue de la Major, là, parce que c'est quand même la Major de l'Asie, là, c'est le gros événement. Puis cette année, là, la différence avec Chiang Mai by UTMB, c'est que c'est sur 2 week-ends. Donc, sont vraiment, c'est quasiment 2 semaines de course. Wow. Il y a énormément, il y a des 50, des 20, il y a plusieurs 20, en fait, les 10, le 100, le 160, fait que, le 100 miles. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de courses. C'est 2 semaines hyper intenses. 10 000 coureurs à Chiang Mai. Ouais. Fait que ça va être vraiment big, là. C'est 2 events, là. Ouais. Puis, on va changer des trajets en plus. Fait qu'on va aller vraiment faire de la reconnaissance là-bas. Avant de se rendre, c'est quoi la prochaine après? Non, avant de finir notre 100 km le samedi. Ouais. Ah oui, c'est le lendemain, ben, vu que c'est une major puis il y a plein de courses, bon, c'est des Rolling Stones. Des Rolling Stones, ben, on s'est mis un petit 20 km le lendemain matin à 2 Rolling Stones. Fait qu'on s'est dit, même s'il faut marcher en arrière du parc, on va aller chercher nos 2 Rolling Stones. On est le là. lendemain de votre 100 kilos, vous faites un 20 kilos. Aïe, aïe. Le but, c'est que, au bout de ça, on aura fait 8 Rolling Stones. Un week-end. En un week-end, si tu veux. Parce que les majors, c'est le top 10 qui accède à l'UTMB directement plutôt que le podium, mais c'est aussi en nombre de Running Stones. Puis, c'est le double. C'est ça. Puis, rappelez-moi, le système, c'est que plus on accumule des stones, plus on a de tickets dans la loterie. Fait on accumule le nombre qu'on veut jusqu'à temps qu'on soit pigé. Fait que dans ce cas-ci, avec là, ce que vous venez de faire, avec décembre, janvier, avril, combiné, vous allez avoir un bon sac de roches. Ouais, c'est ça, on commence à en ramasser. Parce que tu sais, je pense qu'à 3 Running Stones, tes chances sont quand même très bonnes. Moi, j'en avais 7 quand je me suis fait piger pour la CCC. Okay. Lui, il avait passé, Francis, avec un golden ticket justement sur Chiang Mai. Mais dans mon cas, moi, j'ai été chanceuse, j'avais été pigée au même moment. Fait que, mais ça m'avait pris 7 Running Stones quand même. Fait que moi, je repars à 0, depuis de Running Stone. Ouais, moi, j'ai une 9 en banque. Ouais, lui, il y a des shops plein, lui, il peut y aller, là. Ça expire-tu à un moment donné, cette affaire-là? Ah, ça... Non, tu les gardes toujours, mais ils sont pas actifs si tu fais pas une course UTMB Index dans l'année. C'est juste ça. Fait que tu les gardes toujours jusqu'à temps que tu les envoies au tirage. Mais là, tu sais, en plus, ils te donnaient des rabais. Plus tu faisais de courses, plus qu'ils te donnaient de rabais. Que quelqu'un là, qui dit qu'il va aller ramasser plein de Running Stone, il pouvait faire des 50, il pouvait... Ah, tout le 2 de temps, là, tu sais. Là, on a quand même un objectif de faire un beau 100, fait qu'il fallait pas se massacrer avant. Puis c'est pour ça qu'à Hong Kong... Il est pas sérieux. Tu sais, à Hong Kong, au début, tu sais, on passe à Hong Kong, faut faire Trans-Lantau, mais là, si je fais Trans-Jeju, je rajoute une course, puis en 2 mois, ça en fait comme un peu trop, tu sais, c'est tout ça qui fait qu'à 2, ben, on prend du recul, puis on tombe pas dans l'excès. Tu sais, des fois, ça peut marcher, tu sais, on aurait pu mettre un 50 km à Trans-Lantau. Mais ça aurait marché cette année, mais après ça, les bobos arrivent cet hiver. Ben, c'est ça. C'est trop, tu sais, on n'a pas des corps d'athlètes, les bobos sortent plus vite.
Fait que là, en jouant bénévole, ça va être, C'est une belle ça va être une super Ben oui, expérience. c'est clair. Puis On en comme tu dis, reviendra c'est peut-être important sur elle. c'est important de redonner. Tu sais, c'est un sport qui nous donne beaucoup, mais il faut redonner. On a le temps à cette heure. Fait qu'on a le temps de prendre ces week-ends-là. Là, on n'a plus la vie qui déborde. Qu'est-ce que tu fais après Chiang Mai? Ben, le week-end après, vu que quand tu fais Chiang Mai, ils te donnent la chance de faire un marathon. Oui. Le week-end après, pour peu de frais. Ben, on a pris le demi-marathon juste pour aller... Training, là. mais, Faire un peu de vitesse, là. ça sera pas de vitesse. Ça va être vraiment... C'est une ambiance. Il va y avoir plein de gens de la course qui vont avoir couru un 100 puis tout. On va tous aller courir tout croche ensemble dans une ambiance. Puis tu sais, les marathons puis les demi-marathons, t'as parlé avec Bruno Blanchette, tu sais, ça part à 2h du matin. Fait que tu sais, il y a une genre de vibe que tu te lèves à midi. Par ailleurs en Thaïlande. Tu vois des milliers de coureurs qui s'en vont à 2h du matin, les rues, il y a personne. Ça fait. Il y a un trip qui est là. C'est ça, on va s'amuser. J'ai fait la première fois qu'on était allé en Thaïlande, on avait fait aussi le marathon de Chiang Mai, là, quelques jours après aussi, là, de notre, que lui avait fait un 100 d'ailleurs, là. Fait qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas, mais là, on va faire le demi. Puis tu sais, on se prend pas au sérieux, on s'en va vraiment plus pour une fun run, là. Ben oui. Tu sais, après ça, De toute façon, il n'y a pas de poids ITRA, fait que c'est ça. quand on la marche, là, je pense qu'on a 6 heures pour faire notre tennis, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est plus une ambiance. Tu peux arrêter de prendre des cafés sur terrasses, puis... Ouais, c'est ça. Après ça, fin décembre, on a un autre petit trail, un petit 30 km dans la région, pas très loin de Chiang Mai, dans les grosses montagnes. C'est un gros événement, ça aussi, là. Mais là, on l'a pas vraiment encore approfondi, un petit 30 km de trail. Mais par la suite, on transite pour 5 semaines au Cambodge. Puis là, on va faire vraiment une super belle course. C'est le Angkor Wat, le 5 km. En fait, c'est pour ceux qui connaissent le Cambodge, la région de Siem Reap avec les temples d'Angkor. C'est un monument national de l'UNESCO, un site absolument magnifique. Nous, on y a été en touriste il y a plusieurs années. Mais là, c'est la seule course de trail qui passe à travers ce secteur-là, ce sentier-là. Je pense que c'est même la seule course du Cambodge de mémoire. Il y a plusieurs distances, dont un 100 km. Il y a peu ou très peu de dénivelé, à part de rentrer dans les temples, monter les escaliers, descendre les escaliers. Fait qu'il y a un peu de technicité quand même, là. Je pense que c'est en bas de 100 mètres le dénivelé total pour un 100 km. Ouais. Ah fait ouais, OK. Fait qu'on va être sur un ultra-marathon, mettons. Ouais, c'est ça. Beaucoup de chemins des chemins de terre battue et beaucoup de passages dans les temples qui fait que tu vas avoir l'escalier, des grosses roches un peu, tu as un peu de tricotage à faire parce que en gros c'est plus un ultra festif où il y a beaucoup de gens qui vont juste en profiter pour découvrir, parce que c'est une chance unique courir dans ces paysages-là, c'est tellement magnifique, on l'a vu, puis là, on va aller courir là-dedans, ça va être magnifique. Comment qu'on va le prendre la journée du départ, je ne sais pas. Non, on n'a pas encore discuté. Est-ce qu'on le fait en mode touriste ou en mode plein gaz? Moi, si je me prends du recul, des fois, je rêve un peu à dire, sur 100 km, sur quasiment du plat, qu'est-ce que je suis capable de faire? Peut-être c'est ça. C'est un effort qui est complètement différent, puis c'est rough physiquement. Là, c'est extrêmement difficile pour d'autres raisons. Ça fait moins longtemps, mais plus intensément. Là. Ouais. Là, avertissement aux auditeurs, là, enchaînez pas nécessairement toutes ces distances-là de cette façon-là. C'est pas nécessairement la meilleure des façons, là. Nous, on le fait parce que, tu sais, on est parti dans un trip voyage, on a envie d'explorer des trucs, des choses, mais tu sais, à travers ça, on apprend, puis on se questionne déjà sur notre prochain calendrier de 2026, comment il va prendre forme, puis tu sais, il y aura forcément des choix qu'on va faire différemment, des réductions de certaines distances. Tu sais, il y a beaucoup d'apprentissage. Puis tu sais, c'est un peu c'est le piège de autant de temps puis de liberté. C'est que tu peux t'entraîner plus, t'as le goût de voir plus, t'as le goût d'en faire plus. Tu dis tant qu'à avoir du temps pour t'entraîner, ben, on va m'entraîner pour un 100 km, mais en même temps, c'est pas la décision nécessairement la plus brillante à long terme pour ton corps. Fait que tu sais, on peut l'accumuler pour cette année. L'année prochaine, il faudra voir. Je reviens souvent à mon coach, mais je suis pas sûre qu'il va être d'accord du même calendrier pour une autre année. Mais on y a quand même réfléchi beaucoup l'année prochaine. On le sait qu'on va jouer avec plus, aller jouer des petites distances. On a le choix, puis se glisser des serres de temps en temps, mais plus espacés pour avoir des meilleures performances pour nous, puis pour que le corps t'offre, puis aussi pour pas que ça devienne trop
Parce que trop, c'est comme pas assez. Tu sais, on veut rester tout bien équilibré. Ben, pas des élites, puis il y a personne qui nous sponsorship, là, fait qu'on doit rien à personne non plus. Puis avec l'expérience qu'on a eue du week-end passé d'aller faire du bénévolat pour une course ici, même en Corée, là, qui était en fin de compte, le fit était tellement parfait parce que après un 100 km, sa semaine de repos, on court moins. Puis là, il y avait une course qui a plusieurs distances. Là. La plus longue distance, c'était un 120 km, mais très technique. Là. C'est comme un 125 km des montagnes blanches. Ceux qui le courent, là, les temps sont très, 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 très longs. Fait qu'on avait donné on s'était dit, on peut pas aller la courir, mais on va aller. Ah oui. On va aller donner notre nom puis vivre. C'est quoi dans un autre pays être bénévole? Mais il faut savoir qu'ici, c'est pas partez, les gens. Fait que, il y a comme... L'ambiance, c'est différent. L'ambiance est très différente, hein? Puis, en plus, tous nos collègues, l'anglais, c'était très, très, très limité. Fait que l'intégration a été un petit peu difficile. Fait qu'on a eu comme Une belle expérience avec des sentiments de up and down. On a eu plein de beaux, quand même, merci, parce qu'on était un peu les deux clowns, parce que il aimait ça nous envoyer. Il y a même un temps, je pensais quasiment que j'étais en punition, parce que là, ils nous avaient envoyé les deux en avant avec les cloches, parce qu'on faisait du bruit, parce qu'eux, ils font pas ça, comme ça, avec les cloches pour accueillir ceux qui faisaient le 125 km, que ça faisait au-dessus de 30 heures qui couraient, les gens y arrivaient assez affaiblis, hein. Puis là, ça faisait, ils sont pas habitués d'avoir quelqu'un qui les accueille. Il y avait personne, sauf moi puis Elisabeth, puis après ça, on s'en va souper avec un des chefs d'équipe. Puis là, il me fait du translate, on fait du téléphone pour pouvoir se parler. Ils disaient, les gens, c'est la première fois qu'ils se font accueillir avec autant d'ambiance. On est juste moi puis Elisabeth. fait que c'était juste normal. Il me disait, merci c'est beaucoup, drôle, merci. hein? C'est juste que là, de dire, mais là, à un moment donné, la cloche, ça fait 3 heures, je fais ça, puis que je crie, c'est ça. que je suis en train de perdre la voix, puis j'ai plus de bras. J'ai mal aux oreilles. J'aimerais ça aller faire d'autres choses. Fait que là, j'étais allé aux remises des médailles, puis au poinçonnage de stars, mais ça nous a fait quand même un beau week-end. Là, toutes sortes d'aventures dans ce week-end-là. On était avec la gang de là-bas, puis en plus, il y avait la Sky Running qui était là. C'est ça. Ça a fait du gros calibre. Du gros calibre que j'ai eu la chance de voir de proche, qui est quand même le fun. Tu sais, toi, tu sais, je sais quand t'es allé à Chamonix, t'as la chance aussi d'avoir beaucoup, des fois, des élites, de faire des interviews avec du gros calibre, c'est super intéressant. Mais des fois, nous autres coureurs amateurs, on est moins près d'eux, mais là, quand tu travailles dans le bénévolat, ben tu te glisses à travers. Ben, et puis, j'ai eu comme une petite mission qui s'est apparue à moi, puis que pour moi, ça m'a fait comme ma journée. Parce que le gars de l'équipe de Skyrunning, il avait oublié les 2 chandails des finishers pour le premier gars, première fille qui arrivait de la Skyrunning. Quand les 2 sont arrivés, ils font tout de suite une photo en dessous de l'arche. Faut qu'il y ait le t-shirt. OK, le t-shirt Skyrunning Finisher. Il était oublié dans leur chambre d'hôtel, qui était à 800 mètres de là. Il me dit, tu pourrais-tu me rendre un service, aller dans ma chambre d'hôtel, fouille dans les bagages, trouve-moi les 2 t-shirts, blablabla. La clé est cachée dans une paire de souliers dehors sur le balcon. Oh my God. Fait que là, je pars, j'allume ma montre, je dis, je me donne. Il y avait... Un petit PR, là. Ben, il y avait un beau 70 mètres de montée sur ce 800 mètres-là. Fait que tu sais, à part avec une balcon, que là, je pars plein gaz, arrive sur le premier balcon, 2 souliers. C'est pas les bons souliers, il n'y a pas de clé dedans. Je m'en vais sur un autre balcon. L'autre soulier, il n'y a pas de clé, que je retourne dans le premier balcon, trouve la clé, rentre dans la chambre, ramasse, je fouille des valises, garoche le linge, je trouve le petit pack de t-shirt, j'en reviens plein gaz. J'étais comme super content, mais j'avais couru plein gaz, puis Mais il est arrivé après que les 2 premiers soient arrivés. C'est comme vraiment juste, mais attends pour reprendre leur photo finish, là, si tu veux, avec le chandail. Là, fait que mission accomplie. Puis là, quand j'ai vu qu'ils prenaient la photo, ben je me suis permis, je disais, comme cadeau de récompense, je veux être photographié avec ces 2 premiers. Fait que tu l'as. J'allais à l'avant. Fait que j'étais avec le premier homme et la première fille ensemble. Moi, je suis dans le milieu. C'est drôle parce que j'ai pas de la difficulté à dire son nom, mais de la demoiselle qui a gagné. Mais au début, elle comprenait pas. Puis là, un des caméras, il dit, vas-y. Puis après ça, il a expliqué, il dit, c'est grâce à lui que... T'as ton t-shirt. que t'as le t-shirt. Mais tu sais, c'est une micro-mission, mais pour un retraité qui est physique bénévolat, c'était comme, t'as fait ma journée, j'étais enthousiaste. Puis on a rencontré des gens de
des gens de d'autres pays qui sont venus ici, qu'on a eu... mettons, samedi, mon bénévolat, pour moi, c'était beaucoup du placotage. J'ai fait du social pas mal toute la journée avant de faire de la cloche. Là, ça a fait un beau week-end. Ouais, très belle activité. Ah non, vraiment, là, tu vois comment que ça marche. Les petits plus, les petits moins, nos petits lunchs, puis c'est drôle. C'était... Non, c'est pas... Ah, puis... Ouais. Je vais raconter une dernière chose. Arrêtable, là, lui, là, hein? Après ça, on en revient dans le sujet de trade, mais pour ce week-end bénévole-là, on était hébergés. Et puis, ils séparaient les gars et les filles. Okay, ben, je couchais pas, j'étais pas dans la même chambre qu'Elisabeth. On avait un hôtel. Puis quand on est arrivé, nous autres, on est arrivés d'avance le vendredi. J'arrive dans ma chambre. Moi, je sais que je partage une chambre avec d'autres bénévoles. Et puis, dans ma petite chambre, il y a pas de lit. Il y a 3 matelas à terre, tout petits, avec 6 têtes d'oreiller. Mais les matelas sont quand même très petits. Fait que là, mais pas pour un, mais assez pour 2, mais 2 collés. 2 avec Elisabeth, ça va bien, mais avec un collègue de travail, là, je connais pas. Ça fait intime. Fait que là, je redemande bien au crew qui m'a emmené dans la chambre. Je dis, on est 4 ou on est combien ici? Vous êtes 6. OK. Fait que je partage ce petit lit-là avec 2 têtes d'oreiller avec un collègue. OK. J'ai dit, je suis quand même prêt à faire bien des efforts, mais là, je trouvais que ça commençait à faire intime pas mal parce que le lit était vraiment petit. Fait que là, je suis descendu en bas à l'office. J'ai dit, il n'y aurait pas un matelas qui resterait, un mini matelas, parce que sinon, ou une couverte, je vais me faire mon propre lit, parce que je pense que déjà, je suis insomniaque, je pense que je dormirais pas fort. Fait que j'ai eu la chance d'avoir un autre petit matelas pour avoir mon petit lit en solitaire. Fait que t'as pas dormi en cuillère avec un autre bénévole. Ouais, j'étais comme pas prêt. Mais l'autre problème, c'est qu'il faisait froid à l'extérieur, des températures peut-être 15-16 qui est froid ici, parce qu'on était en montagne. Mais dans notre chambre d'hôtel, il faisait 27. Les fenêtres fermées. Ouais. Fait que moi, je pars la clim pour qu'il fasse, il faut qu'il fasse en bas de 20. Fait que tout de suite, il y en a un qui m'écrit, il dit, il fait 17, il monte sur son téléphone, il fait 17 dehors, c'est trop froid, on fait pas marcher la clim. Mais on peut-tu ouvrir la fenêtre? Non, c'est froid. Fait que là, j'ai dormi dans une chambre, pas de clim, 6 gars, pas de clim. Puis imagine-toi donc qu'il y en avait un qui dormait en pyjama en plus, en dessous du banc. Ouais, j'ai pas dormi mon week-end de bénévolat. Ça n'a pas empêché de gonner le 800 mètres, c'est pas si pire. Non, c'est ça. Ben, ça, il fait des bonnes histoires. C'est tellement le fun d'être déconnecté. On est comme, il y a tellement rien qui est, on arrive dans nos Airbnb, puis il y a des plus, des moins, des affaires tout croche. Mais on est tellement déconnecté parce qu'on finit juste de passage que, tout finit que ça en est drôle. Fait que tout est comme juste drôle, les affaires, c'est ça, c'est drôle. Avant qu'on conclue, parce que j'ai un concours pour vous allez voir, on va vous faire compétitionner l'un contre l'autre. Mais avant qu'on termine, vous voyagez depuis le mois de juillet. C'est le début de cette aventure-là d'Ultranomade. Par rapport au voyage ou par rapport à l'expérience complète, qu'est-ce qui vous a, individuellement, surpris le plus? Positivement, négativement, sur vous, sur le voyage? Une question très ouverte. C'est quoi votre plus grande surprise de ces derniers mois-là passés sur la route? C'est vraiment une bonne question. Quand on dit plus grande surprise, peut-être moi j'irais vraiment avec la chaleur. Je m'attendais pas que des 40 degrés par-dessus des 40 degrés, que ça allait être aussi... C'est difficile. C'est vraiment difficile. Là, on l'a vu au Québec, vous avez eu une vague de chaleur, puis sur Strava, il y a des gens, puis on entendait comme parler, il a fait super chaud pendant une semaine, puis il faisait même, ça dépassait pas 40, mais quelqu'un qui fait tout le temps 40, au-dessus de 40, c'est difficile. L'adaptation est difficile. Je pense qu'on l'a mieux apprivoisé parce qu'on apprend, faut être matinal, beaucoup de belle gestion d'eau. Mais ça reste que c'est chaud. Ouais. c'est quelque chose. C'est vrai. Ça m'a surpris que je pensais que ça allait être plus facile parce que on se sauvait un peu du froid. On a eu une bonne l'hiver passé, même que le mois de mai, c'était très froid. Fait que ça va être plus facile, la chaleur. Finalement, c'est quelque chose aussi, la chaleur, à s'adapter. C'est excellent, c'est une bonne surprise. Moi, il y a peut-être c'est une surprise super positive, là. C'est l'accueil des gens en Malaisie, là, à Bornéo, là, c'est mémorable. C'est vraiment
fois où, tu sais, même si c'est leur deuxième langue, l'anglais, les gens vont vers nous prennent en photo, discutent avec nous invitent. Tu sais, à chaque fois qu'on croisait des gens, on allait s'entraîner, on avait tout le temps quelqu'un qui nous parlait, quelqu'un qui communiquait avec nous, de toutes sortes de façons. Fait que, tu sais, je savais que la Malaisie, exemple, ou la Thaïlande sont des pays reconnus pour leur accueil, mais je m'attendais pas à autant. On y avait déjà été, nous, en Malaisie à l'époque, mais peut-être qu'on l'a vécu différemment parce qu'on était en tourisme. Là, 2-3 semaines, c'est pas pareil. Là, tu es dans les zones touristiques puis tu restes un peu dans ton coin. Mais là, vivre avec les gens là, sur place, là, fait que moi, ma plus belle surprise, c'est l'accueil des personnes sur place. Ça a vraiment été pour moi un beau coup de cœur, au point où, tu sais, dans les courses qu'on a faites jusqu'à présent, s'il y en a une qu'on se questionne les deux si on referait l'année prochaine, ça rentre dans notre calendrier, c'est Car Ultra à Bornéo. Pour l'organisation, l'accueil, la chaleur humaine, la communauté qu'on a vécue là, c'est une expérience qui pour moi est quasi inégalée. Ah oui, on en reparle même souvent là. C'est incroyable, incroyable la chimie des gens, autant même les coureurs, autant les gens de la place, puis où est-ce qu'on a fait notre course dans le village, on pourrait parler de l'île de Bornéo vraiment beaucoup, là. Cette course-là, elle nous a apporté vraiment beaucoup, mais c'est la chaleur humaine de là-bas, là, des gens, c'était incroyable. Incroyable. On était comme dans leur famille, là, tu sais, l'événement veut qu'on en revienne. C'est pour ça on a baptisé. C'est une course de plus, un transfert de plus, mais on a envie d'y aller quasiment pour juste être avec ces gens-là. La course, c'est malade. Une course était telle que telle, mais les gens, on a eu trop d'émotions là-bas. Vraiment. Fait que ça s'appelle surprise. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faisait chaud. La chaleur, c'est pas juste humaine, c'est dans tout. Oui, c'est ça, exactement. Là, je vais pas faire monter la chaleur, mais êtes-vous prêts pour une petite compétition? Ben oui. Parce que quand vous étiez venu au premier épisode, je vous avais fait les questions éclairs, mais en mode, pas questions éclairs, en mode, qu'est-ce que l'autre aurait répondu, ou en fait, non pas que l'autre aurait répondu, mais je posais une question, je disais, mettons, qui court le plus, puis là, vous aviez pas entendu la réponse de l'autre, puis il me semble que vous aviez eu un 10 sur 10. Très solide. Là, on va faire une autre compétition. Il va falloir qu'un des deux sorte de la pièce encore, mais là, c'est les questions éclair-nac classiques. C'est le concours de vitesse. Vous allez vous battre contre les derniers participants depuis Bruno Blanchette, qu'on a remis les pendules à l'heure. Donc, depuis le début de l'année, vous allez vous battre contre ces gens-là, mais vous allez aussi vous battre l'un contre l'autre. Fait que je sais pas qui veut commencer. Je pense qu'on va y aller avec les femmes d'abord. Fait que Francis va prendre une marche. T'en vas tricher, là. Il va écouter dans l'oreille. Faut pas qu'il sache c'est quoi les questions. Vous allez avoir les mêmes questions. Puis là, il faut y aller le plus vite possible. Dans le corridor. Fait que là, est-ce qu'on est sûr qu'il n'entend pas? Là, il ferme la porte. Il s'en va au bout du corridor. C'est bon. On est Parfait. Correct. T'es prête? Oui, je vais. Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Café ou thé? Café. Asie ou Europe? Asie. Europe. Question NAC, gel ou gaufre? Gel. Sentier roulant ou technique? Technique. 50K ou 100K? 100K. Hôtel ou logement? Logement. Côté hublot, côté allée? Allez. Corée ou Malaisie? Malaisie. 25 secondes pile. Fait que ça sera le temps à battre. Puis là, d'habitude, ce qui est tough, c'est que d'un invité à l'autre, on sait pas le Wi-Fi ressemble à quoi. Là, il y a un mini délai, je le sentais. Mais là, vous êtes un contre l'autre. Fait que on s'en fout du chrono des autres. Là, vous vous battez l'un contre l'autre. Et là, Francis devra battre le 25 secondes. Donc, tu peux le rappeler. Toi, tu peux rester. Tu pourrais entendre. Mais il faut que je me lève pour aller chercher, par exemple. Parfait. Je t'attends. Le plus dur, c'est de répondre vite, puis après ça, te dire « Ah non, j'aurais dû dire l'autre. » T'as une hésitation. On dira pas sur lequel, parce que là, Francis va entendre, mais il y a une petite hésitation. C'est peut-être ces secondes-là que tu vas regretter. Ouais, c'est ça, exact. Francis, le temps à battre est de 25 secondes pour 10 questions. Ouais. Donc, tu me dis quand t'es prêt. Prêt. Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Café ou thé? Café. Asie ou Europe? Europe. Question NAC, gel ou gaufre? Gel. Sentier roulant ou technique? Technique. 50K ou 100K? 100K. Hôtel ou logement? Logement. Côté hublot ou côté allée? Allez. Corée ou Malaisie? Malaisie. Oh, 22 secondes, on a un grand gagnant.
Je te le dis, la 3 secondes, le 3 secondes de différence, c'est l'hésitation sur Asie ou Europe. Je pense que c'est là-dessus que t'as hésité. Eh oui, et là. Bon, ce voyage-là, vous êtes vraiment du côté Asie. Vous avez fait l'Europe en masse par le passé. Je suppose que dans ce grand... Là, on a parlé tantôt de les prochains mois, mais si l'objectif, c'est de converger vers le mois d'août 2027 à Chamonix, est-ce que dans votre périple, il y a un retour tranquillement par étapes vers le continent européen ou ça se fait direct? Est-ce que c'est des plans qui sont décidés? Les deux, on est encore en réflexion, là, en discussion, parce qu'il y a quand même à manager les visas, là, puis les permis de droit de rester en Europe. Moi, j'ai ma citoyenneté belge, Francis le peut, mais moi, je suis européenne, là, donc ça me permet de rester là tout le temps que je voudrais, mais c'est pas pareil pour Francis. Fait qu'il faut aller chercher des permis, des visas pour lui, là, qui sont différents. Fait qu'une fois qu'on aura ça de réglé, ça va nous donner une meilleure idée de combien de temps on veut rester et combien de temps et où, là. Fait qu'on est encore en hésitation, mais c'est sûr que pour l'instant, on est comme vers le printemps 2027, on aimerait faire un 6 mois avant Chamonix, avant la course de l'UTMB, 6 mois en Europe, à peu près. Le reste, avant ça, on continue à explorer l'Asie, c'est sûr certain. Là, il y a on a trop de fun à se faire. Puis tu sais, nouvelle nourriture, tout est nouveau. Il y a plein de choses à découvrir. Fait que tu sais, ça fait un mix de trail, mais aussi un mix de plein de sensations puis de rencontres formidables. Là. C'est ça, on a beaucoup focusé sur la portion trail, quoique, mais il y a une expérience, il y a un chamboulement culturel j'allais dire confronter, c'est pas le temps, mais d'être confronté à d'autres réalités, d'autres cultures, ça enrichit beaucoup, puis vous avez l'air... en tout cas, on se parle une fois de temps en temps, on a échangé pour les capsules, je vois le contenu que vous partagez, vous avez l'air de vraiment... de vivre un trip à la hauteur de ce que vous espériez, parce qu'il y avait le gros saut dans le vide, puis j'ai l'impression que vous êtes atterri là où vous deviez atterrir. C'est très beau à voir, vous êtes très le fun à suivre. Merci beaucoup de nous faire vivre à travers votre aventure ultranomade. Merci à toi, Yannick, mais merci aussi aux auditeurs, aux auditrices qui nous suivent et qui nous parlent, parce que c'est le fun aussi de garder une connexion avec le Québec principalement, mais même un peu partout, parce que c'est worldwide, Yannick, pas sorti du bois, hein? Là, c'est 20% en dehors du Québec, en dehors du Canada. Fait que c'est quand même une couple d'Européens qui nous écoutent, qui doivent trouver ça le fun d'entendre le petit accent. Ouais, mais tu sais, c'est le fun d'avoir la connexion avec les gens d'autres trailers, puis d'agrandir cette communauté-là qui a la même passion. Fait que merci de nous avoir reçus aussi pour partager notre projet. Tu vois qu'on aurait pu prendre des heures et des heures et des heures. C'est à peine si on a effleuré. Puis même raconter l'histoire d'une attaque de chauve-souris dans nos premiers jours en Malaisie, mais là, ça prendrait un autre 10 minutes. Mais ça fait une méchante grosse histoire, ça. Eh là là. Écoutez, moi j'ai l'impression que cette discussion-là va devenir une classique récurrente parce que vous aviez marqué les esprits avec cet épisode 189-là, puis c'est toujours aussi intéressant de vous entendre. Je pense que c'est un deuxième de 3, de 4, de 5. Ça pourrait devenir notre classique annuel. Où sont rendus les ultranomades? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est quoi cette histoire-là de chauve-souris? Ça sera pour le prochain volet. À quel endroit on vous suit pour ceux et celles que vous venez d'accrocher, qui vous connaissez pas encore, qui là veulent savoir où c'est je les suis? Il y a le premier endroit, je dirais, c'est sur Instagram, Ultranomade Francis Elisabeth. Vous allez nous trouver facilement. Ça va nous amener sur Facebook, la même chose aussi. On a un site internet, ultranomade avec un s.com. Donc, notre site, on a notre blog, nos récits. Si vous y voyagez, puis vous voyagez à la même endroit que nous, contactez-nous sur WhatsApp aussi. On peut aller courir ensemble. On fait des petites courses quand on peut avec des gens aussi. Puis, Strava, c'est sûr que pour connaître, parce que Francis, c'est son réseau social préféré. Il partage plein de photos, plein d'histoires. C'est là qu'il fait ses petits blogs, ses petits récits à lui. Moi, je suis dans le reste des autres patentes. Fait que c'est comme mon journal de voyage à moi. C'est facile. Je fais ma course, je lisse les photos. Puis pour moi, c'est mes petits souvenirs. Ça fait comme un belle banque un bel agenda de voyage là, dans ce qui se passe dans mon passé. Puis je trouve ça cool. Là. Fait que là, il va falloir que je me réinstalle l'app Strava, c'est ça, faut que je comprenne.
Ah ouais. Juste pour te suivre, ça va valoir la peine. Ben, Instagram, Ouais, je t'aide. On en voit aussi, c'est ça. Ouais. Mais sur notre site web aussi, on a des retours de notre Strava, fait que tu vois tout le temps ce qu'on a fait, nos dernières traces, puis tout ça. Puis tu sais, ça peut être le fun, encore une fois, là, si vous voyagez, puis vous dites, hey, je m'en vais à Singapour, qu'est-ce que je devrais faire? Ben, on a fait un texte, on a fait nos GPX qui sont là-dessus, fait que c'est une belle façon aussi de voyager avec nous autres, même si on n'est pas dans le même pays. Voilà. Exact. Ben, merci beaucoup de votre temps ce matin chez vous, ce soir ici. C'était, comme je le disais, c'était super intéressant. Puis moi, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast, Noctem, Café Charlevoix et Mox qui m'ont offert ces super sans alcool. J'espère que votre café instant était bon. Je suppose que la prochaine étape, c'est d'aller vagabonder j'oublie le nom de la ville, voyons. Busan. Je ne voulais pas le débaptiser, il serait bien insulté. Donc, d'aller vagabonder dans Busan, de trouver un petit café puis de découvrir quelque chose. Fait que je vous retiens pas plus longtemps. Je vous invite à aller vous payer un bon café. Puis à tout le monde qui écoute, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.